Je vais vous présenter l'association que vous connaissez peut-être déjà à travers notamment les webinaires que vous avez peut-être déjà vu passer, auxquels vous avez peut-être assisté. Donc, on est l'Association française du psychotraumatisme et de la résilience, la FPR. Cette association, elle a été créée en 2023 par des étudiants et anciennes étudiantes du master. Donc, les missions de notre association sont de sensibiliser, de prévenir et de rassembler autour du psychotraumatisme. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On va vous transmettre dans le chat les différents liens pour nous rejoindre. On est notamment assez actif sur Instagram et aussi sur un petit peu moins, mais toujours présent quand même sur LinkedIn et Facebook. Tu peux passer. Ouais, merci Laurie. Donc, la, la FPR, elle permet plusieurs choses aux personnes enfin, à travers ses missions, elle permet plusieurs choses, et notamment pour tous les étudiants d'être informés sur le psychotrauma et sur le master, donc comme dans le cadre d'aujourd'hui et de la présentation. On a différents événements, donc principalement les webinaires, comme je disais tout à l'heure, et le fait d'être adhérent à notre association permet l'accès à la rediffusion de nos webinaires. Donc l'accès aux webinaires en direct est ouvert à tous, mais pour la rediffusion, c'est un des avantages à être adhérent, adhérente. Et ensuite, pour les avantages aussi spécifiques aux étudiants du master PCVDP, euh, l'association propose un annuaire des diplômés du master qui peut aider à trouver un stage, donc qui recense les différents stages effectués par les différents étudiants des différentes promos. On a aussi l'organisation de soirées entre les étudiants de Master 1, Master 2 et les diplômés, donc qui permettent aussi de favoriser la cohésion, du lien, des échanges. On a aussi mis en place un programme de parrainage entre les Master 1 et les Master 2, avec la possibilité aussi d'offrir du tutorat en s'adaptant aux demandes, aux besoins des Master 1. Et également, donc en étant étudiant dans le master, on peut participer à l'activité de la FPR. Donc ça peut être notamment aider à l'organisation des webinaires, proposer des idées aussi sur les réseaux sociaux, toujours dans le but de sensibiliser sur le psychotrauma. Et il y a la possibilité, une fois qu'on est en master 2, de devenir membre du bureau de la FPR. On va vous... Ah bah, je crois que Marilou vous a déjà envoyé le lien, donc c'est super. Le lien pour adhérer, si jamais ça vous intéresse, qui est dans le chat, et les liens des différents réseaux sociaux dont je parlais juste avant. Voilà, je te laisse la parole, Laurie, pour la suite. Bah, merci beaucoup Marois pour ta présentation de notre asso qui nous est cher. Donc on va commencer par l'ADN du master pour que vous ayez plus d'informations sur qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce que ce master nous permet de faire. Déjà au niveau de la population étudiée, donc on voit à peu près toutes les populations, ça va du bébé à l'adulte, donc incluant les enfants, les adolescents et la périnatalité, et ça c'est quelque chose de nouveau sur cette année. C'est un truc à savoir qui est important, c'est que la population âgée n'est abordée que brièvement, voire très brièvement. En M1 pour nous, les M2 l'année dernière, on a eu juste quelques cours qui faisaient un petit peu le lien entre les troubles neurocognitifs et le trauma chez la population âgée. Ce qui fait qu'en fait, si vous êtes plutôt intéressé par cette population-là, mon conseil, c'est de pas trop venir vers ce master parce que vous risquez d'être déçu et qu'il y a un autre master qui le fait mieux à Nice et c'est celui intégratif et du vieillissement. Faut savoir aussi, et ça c'est le cas pour la majorité des parcours de master aujourd'hui en psychologie, c'est que c'est un master à la fois professionnel et de recherche, donc qui vous permet à la fin d'obtenir les titres de psychologue et de psychothérapeute, et donc de pouvoir travailler en structure ou en libéral. Mais ça vous permet aussi un accès au doctorat, si c'est ce que vous souhaitez, donc en thèse. Voilà, ça c'est vraiment propre à chacun, mais c'est le cas pour maintenant, comme je disais, la majorité des masters en psychologie. C'est un master qui est intégratif, donc qui utilise des outils et méthodes qui sont prouvés scientifiquement. On utilise plein de choses, mais voilà, il faut que ce soit un minimum éprouvé au niveau de la littérature scientifique sur ce qu'on fait et ce qu'on sait aujourd'hui. Les spécificités du master, et ça je pense que ça peut vous intéresser parce que on pourrait penser que psychotrauma, ça veut dire on est formé uniquement au TSPT. Et dans ce cas-là, forcément, on risque de se dire, mais je vais pas être super bien formé en sortant parce que
le TSPT, c'est un trouble, quoi, et sauf que dans la population, on voit forcément beaucoup, beaucoup plus que le TSPT simplement. Mais en fait, c'est plutôt une façon de voir les choses, une grille de lecture. Donc, on approche la psychopathologie par le prisme de l'adversité et du psychotrauma, ce qui permet sa prévention et sa prise en charge. Et c'est voilà comme un peu une grille de lecture, le fait de dire que par exemple, bah, une dépression peut être post-traumatique. C'est le cas aussi des TOC, des TCA, etc. Donc en fait, on voit plein, plein, plein de psychopathologies différentes. Mais on a l'idée en tête que sur toutes ces psychopathologies, bah, on va être formé à aller rechercher derrière s'il n'y a pas eu de l'adversité, du trauma, et à le prendre en charge de façon parallèle à un trouble quel qu'il soit. Donc le TSPT est une forme de psychotraumatisme, mais il n'est pas le psychotraumatisme entièrement. Sur la carte d'identité du master, peut-être que certains, certaines ne le savent pas, mais la responsable du master, c'est le docteur Andrea Soublé. Donc c'est elle qu'il faut contacter en cas de questions plus spécifiques. On vous a mis son mail en fin de présentation. Sur les promos, c'est des petits effectifs, on est environ 17. Je pense que ça peut varier un peu selon les années, mais en général, c'est ça, on est 17. Avec des parcours très hétérogènes, et ça, vous le verrez en fin de présentation parce qu'on présentera certains de nos parcours. Il y a plein de choses différentes, il y a des âges différents. Les reconversions sont assez fréquentes, elles sont valorisées parce que ça montre que, quelles que soient les choses que vous ayez faites avant, bah, vous avez été capable de toucher à d'autres choses de, si c'est professionnel, vous inclure dans la vie professionnelle sur le marché du travail, dans une entreprise. Si c'est d'autres études, bah, vous avez été intéressé par d'autres choses. C'est aussi parfois possible de faire du lien avec la psycho, parfois pas. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose que vous pouvez clairement mettre en avant parce que ça dit quelque chose de vous, de votre parcours, et c'est intéressant. Les projets professionnels sont variés, puisque c'est un master qui nous permet de prendre en charge à peu près toute psychopathologie derrière. Bah, vous pouvez vouloir travailler plutôt avec les enfants, les ados, les adultes, pouvoir travailler en structure, en libéral, enfin, tout est envisageable. Et le ratio interne-externe est variable selon les années. Par exemple, dans notre promo en M2, on est majoritaire à avoir fait notre licence sur Nice, mais c'était pas le cas l'année d'avant, c'était plutôt du 50-50. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez prendre en compte. C'est pas parce que vous n'avez pas fait la licence à Nice que c'est mort, quoi. Sur les valeurs du master, et c'est important parce qu'Andrea Soublé le rappelle à chaque pré-rentrée, déjà, il y a la bienveillance et l'humanité. C'est quelque chose qu'on essaie de cultiver au sein de nos promos, bah, parce que ça nous semble être des jolies valeurs, et puis surtout parce qu'en fait, on ne voit pas le métier de psychologue autrement que par la bienveillance et l'humanité. Je pense, après, ça n'engage que moi, mais qu'on fait un métier qui est essentiellement humain, quoi. La curiosité et l'indépendance d'esprit, c'est notamment parce qu'on va voir plein plein de choses avec des approches différentes, des intervenants qui travaillent dans des structures différentes, qui ont des approches différentes. Et c'est bien, on peut être intéressé par certaines choses, moins par d'autres. C'est bien d'aller chercher un peu plus d'informations derrière sur ce qui nous intéresse, de remettre en question aussi certaines choses qu'on nous dit, avec bienveillance bien sûr et par la recherche, mais bah, c'est tout à fait possible de questionner un peu ce qu'on nous dit en cours et d'aller chercher plus loin, c'est même encouragé. Discipline et travail. Alors, je sais que en L3, on demande déjà beaucoup de discipline et de travail, et je peux pas vous dire que ça se termine en master. Alors, on lâche beaucoup la pression sur les notes, par exemple. On n'a pas du tout les mêmes attentes sur les résultats vraiment académiques. Par contre, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'autonomie, d'aller, comme je disais, chercher d'autres informations, d'aller voilà, travailler de son côté, d'aller faire des lectures, puis même au niveau des attendus sur les dossiers, etc., on demande voilà, du travail. Et de l'intégrité, mais bon, ça, pareil. Émilie, Oui, bonjour à tous. Donc, concernant l'organisation du Master 1 et 2, ça va vraiment se ressembler entre les deux années. Donc, il va y avoir trois périodes de cours, septembre-octobre, janvier-février et mai-juin, où vont se dérouler les cours transversaux pour le Master 1 et les cours de spécialité pour le Master 1 et 2, puisque je vais vous en parler par la suite, mais le Master 2 n'inclut pas de cours transversaux. Entre novembre et décembre et entre mars et avril vont se dérouler les stages avec quelques cours transversaux encore et une visioconférence avec de la supervision. Voilà. Donc, pour plus de précision,
Merci Laurie. Donc, de septembre à octobre, on va avoir du contrôle continu, c'est-à-dire tout ce qui va être cours transversaux et spécialités, avec, donc voilà, ça va être vraiment les premiers cours. Novembre-décembre pour le Master 1, ça va être encore quelques cours transversaux, les 200 heures de stage, avec des rendus de dossiers. Souvent, ça va être pour les cours de spécialité, des dossiers et aussi les heures de supervision en visio avec Madame Soublé. Je vais vous en reparler par la suite. Fin décembre ou début janvier, ça dépend des années, on va avoir les examens écrits qui vont concerner majoritairement les cours transversaux. Et on reprend les cours janvier-février avec les cours transversaux et de spécialité. Et rebelote, mars-avril, le stage de 200 heures avec les rendus de dossier, quelques cours transversaux et les heures de supervision. Et mai-juin, ça va concerner principalement des cours de spécialité qui n'ont pas pu être placés ailleurs, les soutenances de stage et de mémoire. Et ensuite, on est en vacances. Voilà. Sur le Master 2, du coup, ça va faire un petit peu une redite parce que l'organisation est très très similaire. Après, il y a quand même des petites différences. Donc, c'est reparti pour septembre-octobre en cours. Avec le contrôle continu, on verra les modalités d'examen un petit peu plus tard, mais ça va être très dépendant des enseignants et des années. Ensuite, on est en stage, donc sur 250 heures cette fois-ci, avec les rendus de dossier. C'est là qu'il faut un peu s'accrocher en décembre, parce qu'on a les rendus de dossier en même temps qu'un stage à temps complet. Ça nécessite de l'organisation, et du coup, c'est pas mal quand on a les modalités d'évaluation tôt, qui nous permettent de s'y prendre tôt. Mais ça, c'est pas toujours faisable. Ensuite, on repart en cours. J'ai oublié, avant, c'est important, il y a les vacances. Et ça, je peux vous dire qu'on les savoure sur les vacances de Noël jusqu'au jour de l'an. Et on repart en cours sur janvier-février avec rebelote sur le contrôle continu. Et ensuite, puisque ça nous manquait, on repart en stage, encore sur 2 mois complets. Et là, c'est pareil, c'est reparti pour 250 heures de stage avec les rendus de dossier. Donc pareil, sur avril, c'est un peu... Faut s'accrocher, mais bon, ça se fait, tout le monde arrive à le faire et il n'y a jamais de problème. Donc voilà. Là où il y a une grosse différence au niveau des heures de stage, et je le reprendrai après, c'est que c'est vraiment 250 et 250, quoi. Enfin, ça peut être 200 et 300 par exemple, mais il faut qu'à la fin, il y ait les 500 heures. Autant en M1, on peut être un peu indulgent sur les heures de stage, c'est beaucoup moins le cas en M2, enfin, c'est même pas du tout le cas, parce que les stages sont professionnalisants. Et ensuite, ben, rebelote pour les cours en mai et juin. Mais là, c'est pareil, ça dépend des années, ça dépend des cours, si on a dû déplacer, enfin comme en M1, avec les soutenances de stage et du mémoire, et les rendus dossier encore à ce moment-là. Et après, ben, c'est terminé. Tout va bien, c'est fini. Sur la maquette pédagogique du master, donc on a marqué possibilité d'évolution, et c'est vrai parce que c'est un master qui est encore récent. Donc ça change d'année en année. La plaquette, enfin, la maquette a complètement changé entre l'année des M1 et des M2 cette année. Donc ce qu'on vous a mis, c'est pas les UE spécifiques avec qu'est-ce qu'on voit dans tel UE, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on voit de manière générale dans l'ensemble du master. Parce que c'est trop amené à changer. On voulait pas vous donner des choses qui seront peut-être plus le cas au moment de cette sélection-là et donc de l'année prochaine. Mais de façon générale, on voit un peu toutes les psychopathologies enfants et adultes. Donc quand je dis enfants, j'inclus aussi adolescents. La périnatalité, c'est une nouveauté de cette année, donc je pense que ce sera peut-être le cas aussi l'année prochaine. Psychopatho de post-trauma, c'est assez transversal. On n'a pas une UE psychopatho post-trauma, mais on voit du post-trauma partout, puisque comme je vous disais, c'est comme ça qu'on voit la psychopathologie. Donc quand on a des cours sur la psychopathologie, bah, en fait, c'est la psychopatho post-trauma. On a des cours sur les formes de dissociation, alors ça c'est plutôt en M2. Pareil sur les outils thérapeutiques scientifiquement validés, c'est majoritairement en M2, mais il y a quand même quelques petits outils en M1 qui permettent de partir en stage avec quelques petites choses quand même. Donc au niveau de ces outils, c'est majoritairement TCC, EMDR, EMDR uniquement en M2, thérapie ACT, thérapie des schémas, méditation pleine conscience, entretien motivationnel, approche systémique, et ça peut amener à être, enfin, à être évolué. Par exemple, l'année dernière, les M2 avaient de l'hypnose, ce n'est plus notre cas. Donc vraiment, ça change selon les années, selon les intervenants, les possibilités, etc. La psychologie positive, c'est plutôt en M1, ce qui n'empêche pas de la prendre en compte dans nos approches en M2. Neurobiologie des émotions du TSPT, on a des cours spécifiquement sur ça pardon, en M1. Et pareil, il y a certains rappels parfois sur certains cours en M2. On a eu un peu de pharmacologie, alors très peu,
mais ça a le mérite d'exister. Ce serait bien d'avoir plus de cours là-dessus, mais bon, malheureusement, le temps n'est pas complètement infini. La théorie de l'attachement, pareil, c'est hyper transversal. En fait, c'est quelque chose qu'on voit sur toute l'année, quoi. Enfin, sur toutes les 2 années d'ailleurs. Mais pareil, on n'a pas d'UE spécifiquement sur la théorie de l'attachement. C'est juste qu'on le voit un peu, dès qu'on voit la psychopathologie, on parle d'attachement, quoi. La recherche, surtout en M1, il y a pas mal de cours sur la recherche pour pouvoir mener à bien le mémoire. Les bilans neuropsy, alors pareil, on a quelques heures sur les échelles de Wechsler. D'ailleurs, super intéressant, parce que c'est des échelles qui sont très largement utilisées, donc c'est bien d'avoir quelques outils là-dessus. Et après, pareil, prévention, repérage du psychotrauma, protection de l'enfance, violence intrafamiliale, c'est des choses qu'on voit un peu dans tous les cours. Donc voilà. Mais comme je vous dis, ça peut vraiment amener à changer, donc apprendre avec précaution, même si de façon générale, on change pas tant que ça non plus sur les attendus, quoi. Donc, concernant les cours transversaux, comme je vous l'ai dit précédemment, ça concerne uniquement le Master 1, puisqu'ils vont se dérouler en cours magistral, en amphithéâtre, avec les autres masters de psychologie de Nice. Donc, comme il y a 8 masters, il me semble, on est tous ensemble. Voilà. Le semestre 1, on va avoir une UE de langue étrangère qui concerne ça va être de l'anglais. Selon les masters, des fois, on a le choix entre l'anglais, l'italien, l'espagnol. Pour notre master PCVDP, on n'a que le choix de l'anglais. Ensuite, on a une UE base et méthode qui va concerner de la déontologie et pratique. Là, on va pouvoir apprendre le code des déontologies et essayer de l'intégrer dans notre projet professionnel et dans notre future pratique. Des cours d'entretien et d'observation. Oula, attends, Oui, merci. Et des statistiques. Semestre 2, on a toujours de l'anglais, une UE base et méthode avec examen psychologique et épistémologie. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que concernant l'anglais, au semestre 1, notre université nous propose d'effectuer, enfin de passer une certification qui s'appelle la certification CLES et qui valide un niveau B2 en anglais. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est plutôt pas mal. Ensuite, oui, on a des TD, notamment en entretien et observation et en examen psychologique. Et ces TD vont être effectués avec le master PCIV, donc psychologie clinique intégrative et vieillissement. Donc on va être une trentaine environ en classe. Et pourquoi ce master? Puisque c'est celui qui, comment dire, est le plus en commun avec le nôtre, surtout avec l'approche intégrative. Voilà. C'est bon, merci Laurie. Concernant les objectifs pédagogiques du Master 1, alors, entre le Master 1 et le Master 2, Madame Soublé voit une continuité, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'acquérir les objectifs pédagogiques du Master 1 pour pouvoir par la suite acquérir les objectifs pédagogiques du Master 2. Donc, il nous est demandé d'avoir des connaissances théoriques sur la psychopathologie de manière générale. Donc, ceci, on va les acquérir au travers de nos cours de spécialité. Toute la variété a été présentée par Laurie par rapport à la maquette qui change chaque année, comme dit précédemment. Ensuite, on va nous demander d'acquérir des savoir-faire concernant le fait d'effectuer des hypothèses diagnostiques, un diagnostic différentiel et d'intégrer la démarche psychothérapeutique évaluée, traitée, évaluée. Ces deux objectifs, on va essentiellement les acquérir en stage et au travers de notre rendu de rapport de stage, puisqu'on va devoir effectuer une conceptualisation de cas qui intègre ces hypothèses diagnostiques et ce diagnostic différentiel. En Master 2, il va nous être demandé de connaître les différentes psychothérapies scientifiquement validées qui sont enseignées en cours et également de savoir choisir un protocole adapté au diagnostic et le mettre en place. Et ça, il me semble bien que ça va concerner essentiellement aussi le stage où une acquisition d'autonomie va nous être demandée. Concernant les stages du Master 1, sur l'étiquette, c'est noté stage d'observation, mais je vais vous en parler un peu plus tard. Alors,
En novembre-décembre, ah, j'ai vu d'ailleurs un message, je vais devoir en parler. En novembre-décembre, on va avoir donc le stage de 200 heures avec rendu du dossier et notamment le dossier de rapport de stage. En mars-avril, rebelote 200 heures avec le rendu du dossier de rapport de stage et d'autres dossiers également. Donc on n'a pas que le stage, c'est-à-dire qu'on va devoir travailler pour des oraux, pour d'autres dossiers, pour d'autres matières et également pour le mémoire. Donc, on a 2 fois 200 heures. On nous invite d'être encadré par un psychologue, mais pas besoin qu'il ait 3 ans d'expérience, contrairement au M2. Ça peut être également un psychiatre, un médecin, un éducateur, une infirmière, une kiné, tout autre professionnel de santé, tant que ça a un intérêt pour vous et pour votre acquisition de connaissances, pour votre master. Donc, comme je disais, c'est un stage d'observation, mais on peut aussi gagner en autonomie en M1. En M2, il nous est demandé de gagner en autonomie, mais en M1, on peut aussi, tant que, on y trouve de l'intérêt, tant qu'on est aligné avec ça et tant que notre tuteur ou tutrice de stage est aussi d'accord. Les lieux, ils peuvent être divers et variés, comme vous voyez, CMP, hôpital de jour, CRP, association, CMPP, j'en passe, même des associations, des écoles. Tout lieu peut être possible et surtout n'importe où dans le monde. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire dans le chat où on nous demandait, mais alors si on a des cours transversaux pendant les périodes de stage, alors il en est, enfin, c'est vraiment histoire de quelques heures, est-ce qu'on peut vraiment faire notre stage dans n'importe quelle région? Oui, quand même, puisque vous pouvez demander à des camarades de classe ou même d'autres promos, d'autres masters, de vous transmettre les cours. J'ai vu un autre commentaire nous demandant si on peut faire l'objet d'absence lors de cours. Pour les cours transversaux, oui. Pour les cours de spécialité, il vaut mieux justifier et il nous est plus demandé d'être vraiment présent pendant les cours de spécialité puisqu'ils sont quand même très importants. Les objectifs donc de ces 2 stages d'observation de Master 1, ça va être un premier contact avec une population clinique et également de savoir faire des hypothèses diagnostiques, de conceptualiser un cas et de découvrir un milieu institutionnel en étant en contact avec plusieurs professionnels de santé. Et encore une fois, comme je vous ai dit précédemment, on a des supervisions ou aussi appelées régulations de pratique qui vont avoir lieu pendant ces 2 périodes de stage et qui vont être en visio avec Madame Soublé. Pendant ces heures, elle va nous aider à conceptualiser un cas en nous posant des questions et en nous aiguillant afin de pouvoir faire des hypothèses diagnostiques adaptées. Voilà. Alors du coup, pour le M2, ça va être à peu près la même chose, avec quelques petites différences. C'est vraiment le nombre d'heures de stage, parce que là, on est à 500 heures sur l'année, mais c'est vraiment 500. C'est-à-dire que si c'est 490, c'est pas 500. Et là, il n'y aura pas trop d'indulgence, parce qu'en fait, à la fin, il y a un document qui est envoyé à l'ARS et qui nous permet de devenir psychologue, en fait, d'avoir vraiment l'obtention du titre. Et pour avoir le titre, il faut les 500 heures. Donc, il n'y aura pas d'indulgence là-dessus. Après, on s'organise un peu comme on veut, c'est-à-dire que parfois sur les cours, il y a un jour où on n'a pas cours. Bah là, si la structure de stage est OK, on peut aussi faire le stage sur cette durée-là, et du coup avoir moins d'heures sur mars-avril par exemple, ou faire 200, 300, etc. L'organisation, c'est un peu comme vous voulez, du moment qu'à la fin, vous avez les 500 heures de stage. Et cette fois-ci, en effet, il faut que ce soit encadré par un psychologue qui a un minimum de 3 années d'expérience. C'est pareil, c'est pas négociable parce que c'est une condition pour avoir le titre à la fin du master. Là, cette fois-ci, comme le disait Émilie, on attend une autonomie complète. En fait, le but, alors par contre, c'est à la fin du deuxième stage. C'est-à-dire que si novembre-décembre, vous n'avez pas d'autonomie, c'est pas grave. Il faut vraiment qu'en fin avril, quoi, ce soit bon. Parce que le but, c'est de se dire, OK, cet étudiant, cette étudiante est capable d'aller sur le terrain seul et n'a plus besoin d'être encadré par quelqu'un pour prendre un patient de A à Z. Sur les lieux, bah, c'est comme en M1, c'est absolument où vous voulez, du moment que vous pouvez avoir bah, de l'autonomie complètement. Et pareil, n'importe où dans le monde, parce que on est sur le même format, et en plus, il n'y a pas les cours transversaux, donc il n'y a pas de souci. On a par exemple 2 collègues cette année qui partent à Cayenne, donc on est vraiment au bout du monde. Et c'est juste organisationnel, par exemple pour les supervisions, pour éviter de se lever trop tôt avec le décalage horaire.
Mais sinon, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller absolument où vous voulez, même sans aller jusqu'au bout du monde, faire le stage dans une autre région, dans votre région d'origine par exemple, c'est tout à fait possible. Et sur les compétences, bah, en fait, c'est tout simplement, entre guillemets, savoir prendre un patient en charge de A à Z. Donc, ça va de l'entretien clinique, bien sûr, mettre en place une alliance thérapeutique solide, faire des hypothèses diagnostiques, les tester, évaluer sa pratique, mettre en place un protocole, faire des formations flash. Enfin, tout est possible et mieux, enfin, plus vous en faites, mieux c'est. Du moment que c'est bah, en lien avec la structure et que c'est toujours dans le respect de votre patient-patiente. Ça passe vraiment avant. Je pense que c'est important de le préciser. Madame Soublé attend ça, en fait, dans les valeurs aussi. Que parfois, on a envie de valider des petits aspects de stage, mais ça va un peu contre ce qui est le mieux pour le patient et elle préfère qu'on ne valide pas un petit outil de stage plutôt qu'on aille faire du mal à un patient, quoi. C'est peut-être bête, mais je pense que c'est important aussi de le préciser. Sur les supervisions, c'est pareil, c'est le même principe. Cette fois, c'est 3 fois 3 heures, mais ça peut aussi évoluer selon les années. Donc voilà, même format, mettre en place la conceptualisation, éventuellement des petites difficultés, en parler un peu tous ensemble en promo avec Madame Soublé. Et d'ailleurs, avec la FPR, on l'a peut-être pas encore précisé aussi, Marois, tu as dû le préciser au début, mais on fait des intervisions. Donc entre nous, cette fois-ci, sans Madame Soublé, pour qu'on puisse échanger en plus petits groupes notamment sur des difficultés. Donc ça vaut le coup aussi, je trouve, bah, d'en profiter. Et sur le rapport de stage, pareil, enfin les rapports de stage du coup, puisque c'est un en décembre et un en avril, enfin janvier et mai au niveau des rendus, c'est présentation d'un cas clinique de A à Z, donc problématique, enfin voilà, toute la conceptualisation suivie d'un plan thérapeutique, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, qu'est-ce que vous avez mis en place, et pourquoi spécifiquement ça avec ce patient-là. Sur les professionnels qui interviennent dans le master, on a plein de profils différents. Majoritairement, ça va être des enseignants-chercheurs. On a aussi des psychologues cliniciens, cliniciennes, évidemment. Après, les enseignants sont aussi parfois psychologues avec une clinique à côté, hein. Dans les psychologues cliniciens, cliniciennes, on inclut aussi les doctorants. On a pas mal de doctorants qui nous font cours, donc ça c'est super intéressant parce que du coup avec leur thèse, ils ont des recherches spécifiques, quoi, donc un intérêt spécifique sur quelque chose et donc pas mal de connaissances là-dessus. Des psychiatres et des neurobiologistes. Et ce qui est vraiment important, et je trouve un point vraiment positif de ce parcours pour moi, c'est qu'ils ont quasiment tous, et ça relève vraiment de l'exception quand c'est pas le cas, un pied dans la clinique. Ce qui permet d'étayer la théorie par la clinique, et quand on est intéressé pour faire de la clinique, je trouve ça super enrichissant. La diversité des perspectives, bah, du coup, ils sont tous dans des structures différentes, avec une clinique différente, une population différente, et donc on peut voir plein de choses, des populations différentes, etc. Donc c'est très enrichissant, je trouve. Application pratique des connaissances théoriques, bah, c'est ce que je disais. C'est que quand ils avancent quelque chose de façon théorique, bah, très souvent on a des cas cliniques qui viennent étayer ça. Et ça permet de mieux retenir, ça permet de se projeter aussi un petit peu dans la clinique. Donc je trouve ça bah, super enrichissant. La formation est plus complète et ça fait également des réseaux professionnels qui sont plus étendus, notamment pour trouver un stage. S'il y a un peu des difficultés à trouver des stages, c'est possible bah, d'aller voir des enseignants et leur demander si cette population-là vous intéresse, par exemple, s'ils ont des connaissances qui peuvent éventuellement vous prendre en stage. Donc pour moi, c'est plutôt bénéfique. Alors, concernant les partiels, il va y avoir différents formats. C'est-à-dire que déjà, comme on vous l'a dit plusieurs fois, on va avoir un rapport de stage par semestre où les demandes vont être différentes entre le Master 1 et le Master 2. Et un mémoire de recherche par an. Donc en Master 1, il est préféré d'effectuer une revue systématique, même si ça peut être différent, et une étude empirique en Master 2. Les examens écrits, ça va concerner essentiellement les cours transversaux en Master 1, parce qu'il me semble qu'en Master 2, vous me dites les filles si je me trompe, mais vous n'avez pas d'examen écrit ici? Non. Et en Master 1, en cours de spécialité examen écrit, ça va être le cours de neurobiologie au semestre 1, c'est tout. Ce qui est intéressant justement, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'examens écrits, que ça va reposer surtout sur des dossiers et des oraux, puisqu'en fait, enfin moi je trouve ça particulièrement pertinent, surtout pour l'apprentissage continu et également d'élaborer et d'aller plus loin que le cours en lui-même. Aussi, ce qu'on a tendance à faire, c'est du coup de faire des oraux, de pouvoir observer les autres, d'en apprendre un peu plus sur ce que les autres ont fait et sur les autres dimensions qu'ils ont étudiées. Également de découvrir les dossiers de nos camarades. Donc, enfin, c'est très enrichissant.
Concernant les mémoires de recherche, Tu peux le faire, c'était à Émilie, si tu toi, veux, c'est Laurie, il me juste que semble. j'avais ouais, mon micro qui marchait plus. Sur les Pas mémoires de de souci. recherche, on a oui souligné le S parce qu'il y a un mémoire par an. Ça peut paraître impressionnant, mais ça se fait. Comme le disait Émilie, en M1, on privilégie plutôt la revue systématique parce qu'en fait, on a des cours dessus. Donc ça permet d'avoir quand même plus d'éléments pour se lancer. Je vous ai mis, enfin, on vous a mis les définitions du coup d'une revue systématique et de l'étude empirique. Mais en gros, ce qu'il faut retenir pour la revue systématique, c'est que vous avez un thème de recherche ou une question de recherche et vous faites une synthèse. Vous prenez tous les articles qui existent. Bien sûr, il y a toute une méthodologie, c'est très rigoureux. Prenez tous les articles qui existent à ce sujet et vous faites une synthèse. Et la différence avec une méta-analyse, c'est que dans la méta-analyse, il y a des analyses statistiques et c'est pas le cas dans la revue systématique. Donc ça, c'est plutôt en M1, c'est privilégié. Et ensuite, en M2, c'est une étude empirique. Pareil, c'est ce qui est privilégié, mais il est possible, si c'est justifié, de faire plutôt une deuxième revue systématique en M2. Et sur l'étude empirique, là, ça va vraiment dépendre du sujet, du lieu de stage. Il y a la possibilité d'avoir des participants par son lieu de stage et de mettre en place, par exemple, un protocole thérapeutique, de faire un groupe contrôle, de comparer, etc. Ou il y a la possibilité d'utiliser des questionnaires en ligne, comme vous avez probablement vu passer sur notamment, par exemple, les groupes de la sélection ou sur Instagram, etc. Il y a souvent ce type de recherche-là. Et dans tous les cas, voilà, il va falloir mener un projet thérapeutique ou en tout cas clinique et comparer des hypothèses, faire des statistiques, etc. En général, ils demandent quand même à ce qu'il y ait au moins une revue systématique qui soit faite dans les 2 années. Deux, c'est possible, mais il faut que ce soit quand même justifié de pourquoi on part pas en M2 sur l'étude empirique. Donc voilà, c'est assez. Mais en fait, tout est possible dans le sens où il n'y a pas de thème de recherche imposé, il n'y a pas. Enfin, vous faites un peu ce que vous voulez du moment que c'est justifié en fait. S'il y a un sujet qui vous tente, bah, allez-y. Vraiment, c'est allez-y, quoi. Il faut le construire, bien sûr, petit à petit, mais et ce sera probablement pas un non tant que vous arrivez à expliquer pourquoi le sujet vous intéresse et en quoi, pour vous, c'est pertinent de le faire dans la recherche. Là où ça peut être un problème sur les revues systématiques, c'est quand on se rend compte, et c'est arrivé à plusieurs collègues chaque année, que au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, il y a déjà une revue qui est faite sur ce sujet-là. Et ben là, dans ce cas-là, il faut trouver un autre sujet. Mais sinon, tous les sujets sont envisageables. Et j'ai oublié de préciser, mais c'est Madame Soublet, du coup, qui encadre tous nos projets de recherche, donc en M1 et en M2. Ce qui fait qu'on attend quand même de nous de l'autonomie parce que ça fait pas mal de projets de recherche à gérer. Mais que voilà, elle est très très libre sur les sujets, il n'y a aucun problème pour faire ce qui vous intéresse. Donc ça mène quand même pas mal de liberté dans la recherche. Concernant justement le mémoire de recherche, alors, c'est vrai qu'il nous est souvent posé, et même nous, on se posait la question, si pendant la sélection, il est obligatoire ou non de proposer un projet de recherche. Je ne sais pas si vous y avez encore, enfin déjà accès et aussi si c'est la même chose que l'année dernière. Mais en tout cas, nous, il nous était proposé de transmettre des documents dans autres documents tant qu'il est pertinent. Et là-dedans, on pouvait mettre du coup le mémoire de recherche. Alors, donc, ce que l'on sait par rapport aux précédentes promos, c'est que pas tout le monde n'a proposé de projet de recherche pendant la sélection. Moi, personnellement, oui, mais je sais que pas tout le monde l'a fait. Donc, c'est pas obligatoire, mais ça peut être un plus pour le dossier si c'est aligné avec votre projet professionnel, si vous avez à cœur d'effectuer ce projet et si vous pensez que ça peut être un projet intéressant et pertinent pour ce master. Pendant le master, ce mémoire de recherche, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il est important de commencer à travailler dessus dès le début de l'année, puisque c'est un mémoire de recherche qui doit être effectué en autonomie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir échanger par mail et au travers de rendez-vous en visio avec Madame Soublé pour pouvoir lui poser des questions, pour qu'elle nous guide, pour qu'elle nous suggère des sujets et pour faire des points d'avancement. Mais tout au long de l'année, on va nous inviter à travailler dessus à notre rythme et selon nos besoins. En début d'année, on va pouvoir questionner les professeurs sur des termes de recherche qui peuvent être pertinents à effectuer.
Nous, on nous invite à questionner les professeurs qui s'intéressent à des sujets particuliers et auxquels nous aussi on s'intéresse pour pouvoir savoir ce qui doit être publié dans les prochaines années. Et ensuite, on va avoir un cours pour l'apprentissage de la construction d'une revue systématique, comme a dit Laurie, et qui va être très important puisque on va devoir vraiment le prendre en note pour pouvoir suivre les critères de Prisma, donc les critères Prisma et tout ce qui va nous être indiqué pendant ce cours pendant toute l'année. Euh, J'avais autre chose à ajouter, mais j'ai oublié. Oui, voilà, c'est bon, c'est pas grave. Concernant la sélection, sujet le plus stressant, je pense, de cette visio. Donc, comme pour toute sélection en master, plus il y a de candidats, plus il y a d'exigences. Un autre point très important à donner, c'est que malheureusement, cette sélection n'est pas totalement juste et des fois, elle peut être très injuste, qu'il y a un facteur chance et d'autres facteurs qui ne sont pas réellement intéressants et qui ne font pas, enfin, et qui font que certains ont tous les critères pour intégrer le master, mais ne vont cependant pas intégrer le master. Et malheureusement, c'est la sélection, disons. Il y a plusieurs éléments, par contre, qui peuvent jouer un rôle dans la sélection. Pourquoi peuvent? Parce qu'on n'a pas réellement les critères. On n'a pas noir sur blanc une feuille où Soublé a écrit les critères de sélection pour intégrer ce master. Mais on a quand même déterminé certains facteurs auxquels plusieurs des différentes promos se retrouvent. Les notes, évidemment, de toute la licence de psychologie sont importantes. Après, on n'a pas de notes spécifiques, même si on aimerait vous en donner un, on ne sait pas vraiment. Savoir démontrer la cohérence de son projet professionnel, c'est ce qui me semble le plus important dans ces critères. Sa motivation également et ses expériences de stage et d'emploi et de bénévolat. En fait, ce qui est important, c'est de relier ces trois choses. Puisqu'en fait, ce qui est important, ça va être d'expliquer votre histoire, d'expliquer en quoi tout votre parcours est fait pour intégrer ce master, pour vous permettre par la suite d'atteindre votre projet professionnel. Et en fait, je pense que c'est ce qui est le plus compliqué dans la lettre de motivation, mais aussi dans les autres dossiers que vous allez transmettre. Mais c'est le plus important, puisque il faut savoir démontrer sa motivation et pas seulement être motivé. Voilà. Ensuite, il faut également savoir démontrer sa connaissance sur le psychotraumatisme et les psychothérapies validées scientifiquement, puisque, encore une fois, si vous voulez intégrer ce master, ça veut dire que vous êtes aligné avec les piliers de ce master, qui sont les psychotraumatismes et l'approche intégrative. En conclusion, il faut savoir faire de son parcours une force et démontrer sa motivation, détermination, comme je vous l'ai expliqué. Concernant l'oral de sélection, je pense que c'est un des oraux de sélection les plus courts auxquels j'ai pu assister. Oui, c'est vraiment l'oral de sélection le plus court, puisqu'on va vous demander de faire une courte présentation de votre profil pour remettre rapidement en mémoire votre dossier au jury. Ce qui est important de souligner, c'est que pendant cette présentation, pendant cet oral, tout ce qui a été vu dans votre dossier avant l'oral va être supprimé de la mémoire du jury. Et tout ce qui compte, ça va être votre prestation durant cet oral. C'est très stressant ce que je dis, mais c'est ce qui est dit par Madame Soublé. Je suis désolée. Ensuite, on va avoir une deuxième partie qui vont être les questions théoriques, principalement autour du psychotraumatisme et des grands sujets de ce master. Ça va durer quelques minutes en fonction des questions du jury, du nombre de personnes dans le jury aussi. Mais vraiment, ça ne dépasse pas une dizaine de minutes. Voilà. Donc là, on vous a mis quelques petits conseils de lecture. Bien évidemment, la liste est non exhaustive parce qu'on ne peut pas tout mettre. Et à peu près tout pourrait être pertinent aussi à lire et à pouvoir présenter éventuellement. Mais voilà, de toute façon, il y aura une rediffusion, on mettra en accès la réunion, donc vous aurez ces lectures-là, mais si vous voulez en noter quelques-unes, euh, vous pouvez aussi penser en termes plutôt d'auteurs, donc notamment Carl Rogers, Cyril Tarquinio, Jean Cotreau pour les TCC, Rebecca Shankland, notamment en psychologie positive.
Voilà, c'est des petites choses qui peuvent vous aider à orienter un petit peu vos lectures. Et pour ce qui est des bases de données scientifiques, parce que c'est pareil, on privilégie comme source d'information la littérature scientifique, comme on disait. N'hésitez pas à étayer le plus possible vos propos dans vos candidatures quand c'est nécessaire. Donc Google Scholar, que j'imagine vous connaissez à peu près toutes et tous. Faut quand même garder en tête que c'est peut-être la moins scientifique de toutes ces bases de données parce qu'elle fait un peu un résumé de toutes les autres, quoi. Mais ça permet quand même d'avoir pas mal d'informations à sa portée. Et les autres qui sont affichées ici, en général, quand vous êtes étudiant à l'université, vous avez accès de façon libre à ces bases de données, donc bah, il faut en profiter. N'hésitez pas à les utiliser. Donc on va arriver en fin de présentation. Si vous avez d'autres questions, il y a peut-être pas tout le monde qui est au courant, mais on a créé un Google Doc, vous avez le lien aussi, et j'imagine que les collègues l'ont mis dans le chat, si c'est pas fait, vont le faire. Et qui a enfin, ce Google Doc, il a plusieurs objectifs. Vous imaginez bien qu'on est quand même nombreuses à être pas mal sollicités pour la sélection, ce qui personnellement ne me dérange pas du tout, au contraire, ça me fait plaisir. Mais le problème, c'est qu'on a parfois pas le temps de répondre comme on aimerait le faire pour vous accompagner. Et ça permet déjà bah, de centraliser un peu parce que forcément, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent et c'est normal. Et donc voilà, de pouvoir répondre à ces questions-là et que vous puissiez aussi profiter des réponses des autres questions que d'autres candidats ont posées. Donc on est plus efficient du coup dans l'accompagnement de vos sélections. Ce qui n'empêche pas, si vous avez des questions plus spécifiques, de venir vers nous. Après, ce sera forcément de façon plus individuelle, on vous répondra ou vous répondra moins, quoi. Mais au moins, ça vous permet voilà, d'avoir un document où tout est centralisé. On vous a mis aussi du coup l'adresse mail d'Andrea Soublé elle a demandé de le faire. Et si vous avez des questions qui sont plus spécifiques, vous pouvez passer directement par elle. Par contre, voilà, comme vous pouvez l'imaginer, elle est assez occupée, donc parfois il faut un petit peu patienter pour avoir une réponse. Donc si c'est urgent, essayez peut-être de passer d'abord par les étudiants. Et si vraiment on ne peut pas répondre à votre question ou que voilà, ça relève vraiment de la directrice de master, bah, vous pouvez bien sûr lui adresser vos questions. On vous a remis les liens qui sont aussi dans le chat pour nous suivre. Donc Marouane en parlait. On est particulièrement efficace sur Instagram. Donc là, on a pas mal de posts. Et je pense que c'est intéressant aussi quand on est en L3 parce que si vous descendez un peu dans le fil, vous avez quelques posts sur le psychotrauma et quelques petits éléments qui sont toujours intéressants à connaître quand on s'intéresse au trauma. Puis au courant de l'actualité, c'est là où on met le plus de choses. On a aussi du coup LinkedIn et Facebook et on vous a mis l'adresse mail. J'ai oublié de préciser, mais il est possible d'avoir des attestations de présence, que ce soit pour les webinaires ou pour cette présentation, avec une capture d'écran de votre présence du coup, et qui nous permet voilà, de faire une petite attestation qui dit que vous étiez vraiment présent. Peut-être que ça peut jouer quelque chose dans la sélection, peut-être pas, encore une fois, on n'a pas les éléments précis, mais c'est toujours bien de pouvoir le considérer. Pareil pour les adhésions, n'hésitez pas à nous rejoindre, chaque contribution compte et on remercie d'ailleurs, j'imagine qu'il y a des personnes qui sont déjà adhérentes, donc merci à vous pour votre soutien et voilà, on continue de préparer des choses et de travailler autour du psychotrauma et de rassembler et prévenir. Merci pour votre attention, merci d'avoir été si nombreux et nombreuses. Je vous mets aussi les prochains événements qui sont proposés par la FPR. Donc le 7 mars, on aura la chance de recevoir Vincent Colato pour un webinaire sur les TCC de troisième vague. Vincent Colato, qui est psychologue, psychothérapeute et membre de la FTCC, ainsi qu'enseignant universitaire. Il enseigne notamment dans notre master, en tout cas c'était le cas l'année dernière. Et le 8 avril, ensuite, on aura un webinaire qui promet aussi d'être très intéressant sur le psychotrauma de guerre, qui va de la blessure psychique à la réhabilitation psychosociale des militaires, présenté par Madame Dominique Rachel Lévy, qui est psychologue psychothérapeute et qui exerce à l'Institution nationale des Invalides ainsi qu'en libéral, et elle est également secrétaire adjointe au réseau ABC des psychotraumas. Encore une fois, vous avez toutes les infos sur nos réseaux. Merci à tout le monde. Je pense qu'on va présenter un petit peu nos parcours. Donc on va pouvoir laisser les M1 si vous voulez prendre le relais et on se retrouve un peu après. Donc vraiment qui vous voulez parmi les M1, je vous laisse voir. Bah, du coup, bonjour à tous. Je m'appelle du coup Marie Vougois, je suis étudiante en M1 PCVDP. Donc, je vais essayer de vous présenter mon parcours de manière la plus claire possible. Je ne sais pas si ça va être le cas, mais je vais essayer de rebondir par rapport à ce qui a été dit. Donc, du coup, moi, j'ai fait ma licence à Nice. J'ai fait directement après le bac ma licence.
Donc en L1, L2, j'avais 14,5 à peu près de moyenne générale et en L3, j'avais 15,5. Voilà. J'avais fait un stage du coup de 80 heures avec une psychologue libérale qui prenait en charge des enfants qui présentaient un trouble du spectre autistique. Donc j'avais écrit un rapport de stage que j'avais mis dans le, la partie production écrite, il me semble, sur mon master. Donc j'avais aussi mis mon dossier de TER, donc j'avais fait TER psychotrauma, et un dossier de licence 2 qui concernait les épreuves de Piaget et un enfant de 5 ans. Voilà, j'avais parlé aussi de mon engagement citoyen, du coup l'association Les Papillons, donc, qui permet de libérer la parole des enfants qui subissent différentes violences, etc., grâce à des boîtes aux lettres. Et j'avais aussi mis du coup mon diplôme de formation PSSM, c'est premier secours en santé mentale pour les jeunes. Donc c'était dispensé par le centre de santé de l'université. Voilà. Je sais qu'il y a eu des questions par rapport au projet de recherche. Moi, personnellement, j'en avais parlé, mais très rapidement dans ma lettre de motivation. Je n'avais pas vraiment épilogué dessus. Vraiment, c'était quelques lignes. Et après, oui, j'avais candidaté qu'à ce master-là aussi, uniquement. Et du coup, je l'avais précisé dans ma lettre de motivation, voilà, que c'était ma seule candidature en master. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vais laisser mes camarades présenter leur parcours aussi. Du coup, bonsoir à tous. Moi, c'est Maria Lorme, donc je suis en M1 de PCVDP aussi. J'ai fait toute ma licence à Nice, mais j'ai pas enchaîné la licence directement après le bac. J'ai fait une année de bio juste avant. Donc voilà, c'est pas un parcours complètement linéaire. Donc globalement, sur toute ma licence, j'avais environ 15 de moyenne. Au niveau des stages, j'avais commencé à en faire en L2 et j'en ai fait en L3 aussi. Au total, j'avais fait un petit peu moins de 300 heures, je crois. Et donc, j'ai fait centre de jour, centre médico-social. J'ai fait en cabinet libéral aussi. J'ai vu qu'il y avait des questions là-dessus tout à l'heure. C'est possible d'en faire. D'ailleurs, je fais mon stage de M1 en cabinet libéral. Et j'ai fait aussi une partie de stage en recherche. Par rapport à ma candidature, j'avais mis moi aussi le TER que j'avais fait, c'était aussi le TER de psychotrauma comme Marie-Lou. Et par contre, contrairement à Marie-Lou, j'avais pas fait de bénévolat. Donc voilà, c'est valorisé évidemment d'en faire, mais moi j'en avais pas fait, donc je l'ai pas mis, logique. Et donc voilà, après au niveau du projet professionnel, je pense, enfin j'aimerais bien travailler avec enfants, ados, adultes plus tard. Et je pense faire un petit peu institution, surtout au début de ma pratique, et continuer ensuite en parallèle en libéral. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc pareil, s'il y a des questions après, n'hésitez pas. Et je laisse la parole à Maëline. Bonjour, donc du coup je m'appelle Maïline. Mon parcours du coup, pardon, mon parcours après le bac, j'ai directement fait la licence et j'étais à Paris-Cité du coup. Au niveau de mes notes, je me souviens pas exactement, mais c'était en général entre une moyenne de 15,50 et 16,50. Pour le stage, j'ai fait un stage en L3 de 300 heures dans un service de psychiatrie adulte. Voilà. Et ensuite, pour le dossier, du coup, je dirais, enfin, je pense, moi, j'avais beaucoup travaillé sur ma lettre de motivation en précisant mes intérêts spécifiques dans le psychotrauma. J'avais parlé de la dissociation, de l'attachement. Donc, c'était des sphères qui m'intéressaient particulièrement. Et au niveau du projet pro, c'était surtout, enfin, pareil que Maria Lorma, enfant, ado, adulte, et spécialisé plutôt dans le trauma complexe. Donc, c'est enfin, j'avais vraiment précisé ça dans ma lettre. Et pour le projet de recherche, même s'il n'était pas obligatoire, il me semble, je l'avais quand même fourni. Et donc, voilà, c'est tout.
Je sais pas s'il y a d'autres M1 peut-être qui veulent prendre la parole. Si certaines d'entre vous sont là, n'hésitez pas en tout cas, même si vous voulez le faire plus tard, il n'y a pas de souci. Et sinon, bah, on peut peut-être passer au M2 s'il n'y a pas d'autres M1. Si Marois, par exemple, tu veux commencer, prendre le relais? Ouais. Rebonjour à tous. Donc moi, je suis en master 2 comme Laurie. Au niveau de mon parcours, à la sortie du bac, j'ai d'abord fait des études littéraires jusqu'au master de lettres. Et en fait, dans ce cadre-là, pendant mon premier master, donc master de lettres, j'avais fait un stage en psychiatrie où j'ai animé des ateliers d'écriture. Et finalement, c'est cette expérience-là qui m'a poussée à reprendre, enfin, commencer en psychologie finalement, où j'ai intégré directement la L2. Donc j'ai fait ma L2, ma L3 de psychologie à Nice. Donc j'avais eu ce stage par le passé en psychiatrie. Et puis sinon, pendant l'année de licence 3 à Nice, j'ai fait un stage dans un centre parental. Euh, Au niveau des candidatures, moi, j'avais pas détaillé de projet de recherche. Donc voilà, si ça peut rassurer certains, j'avais pas d'idée précise et donc j'avais pas. C'était optionnel, il me semble, à l'époque. Je sais pas si c'est toujours le cas dans les candidatures mon master. Et oui, je pense que ce qui est, de mon expérience aussi, ce qui est primordial, c'est de montrer la cohérence de son projet dans sa lettre de motivation, donc en essayant de mettre en valeur vraiment une ligne directrice avec vos différentes expériences à la fois. Ça peut être des expériences professionnelles, des expériences de bénévolat, et votre parcours aussi, la spécificité de votre parcours, parce que comme je crois que Laurie l'a déjà dit, les parcours sont assez. Enfin, on a plusieurs personnes qui sont en reconversion, on a des parcours qui sont pas toujours linéaires en fait depuis le bac ou la licence, donc c'est intéressant aussi de mettre en valeur vos spécificités. Et en ce qui concerne les notes, moi, en L2, L3, j'avais en moyenne autour de 15 et demi. Voilà, je te laisse, Laurie, peut-être prendre la suite. Merci Marois. Recoucou du coup. Donc comme disait Marois, je suis en Master 2. Pour mon parcours, après mon bac, donc j'ai eu mon bac en 2016, j'ai fait quelques petites choses, mais pas, je suis pas allée au bout en fait. J'ai fait 2 fois la première année de médecine, j'ai fait une année, la première année de licence de biologie. Après, j'ai fait un service civique avec des enfants. Ça ne m'a pas plu. Puis à ce moment-là, le service civique, c'était parce que justement, je savais pas trop vers quoi me diriger. Mais la psycho, ça a toujours été un plan B. Donc au moment du Covid, je me suis dit, bon, on va tenter. Je sais pas où ça mènera, mais on va tenter. Donc j'ai fait ma licence à Nice. Au niveau des notes, je fais peut-être partie des étudiants qui avaient un moins bon dossier par rapport à d'autres, puisque j'avais une moyenne d'à peu près 13,5 sur la licence et sur le premier semestre de L3. C'était à peu près pareil. Pour moi, ce qui a pu faire la différence, c'est que j'ai toujours travaillé à côté de mes études et c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en avant dans mon dossier, même si ça n'avait pas de lien avec la psycho, parce que bah, j'ai essayé de montrer que je faisais tout pour être autonome, que j'étais travailleuse. J'ai fait d'autres petites choses après au niveau bénévolat que j'ai mentionné, mais qui n'étaient pas beaucoup d'heures, notamment avec le réseau des entendeurs de voix. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin, c'est pour les personnes qui sont entendeurs de voix, comme son nom l'indique. Au niveau des stages, j'ai fait 80 heures en libéral aussi, en L3. J'ai pas fait de stage avant la licence 3. Et j'ai fait 30 heures en plus au centre LGBT de Nice, donc j'avais pas tant d'heures de stage que ça. Et pour moi, ce qui a peut-être pu faire la différence, c'est ma lettre de motivation. J'ai aussi tout donné dans la lettre de motivation. Je ne sais pas combien de personnes j'ai embêté avec cette lettre qui l'ont relue à la virgule près, alors que c'était la même, mais j'ai vraiment mis tout mon cœur dedans. Et ensuite, bah pareil, j'avais une lettre de recommandation. J'avais pas de projet de recherche non plus. Et je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça. Mais je pense que c'est le principal. Ah oui, c'était aussi le seul master que j'ai demandé. C'était la première phrase de ma lettre de motivation. Mais ça, je sais pas si je vous le recommande ou pas. Je pense qu'en tout cas, l'honnêteté, elle est attendue. Si jamais vous demandez d'autres parcours, vous pouvez tout à fait le dire. Il faut juste pouvoir le justifier. Enfin, les enseignants et les jurys connaissent la réalité de la sélection aujourd'hui et c'est normal de demander d'autres parcours. Donc n'hésitez pas par rapport à ça. Et après, oui, je sais pas quoi vous dire de plus. Je pense que j'ai fait le tour, mais pareil, comme les autres, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. De toute façon, il y a mon nom, mon prénom, vous pouvez me trouver facilement sur Facebook et m'envoyer un message. Donc je pense qu'on est bon, sauf s'il y en a certains
certaines d'entre vous qui veulent intervenir parmi les étudiantes. Et sinon, je pense qu'on a la chance ce soir d'avoir quelques diplômés. Donc, je ne sais pas si Louise, Loane, vous êtes là et vous voulez peut-être prendre la parole. Oui, bah, je peux Vas-y, ouais. commencer si vous voulez. Donc, bonjour tout le monde. Alors, moi, du coup, je suis psychologue depuis l'année dernière. Donc, je vais essayer de me souvenir un peu de mon parcours du de licence. Alors, j'ai fait donc je suis arrivée en licence sur Nice. Au au niveau de mes notes, environ et donc sur de stage, j'en ai fait foyer dans un IME. Et j'ai aussi fait un an dans une association qui s'appelle la FEV, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et voilà, ensuite j'ai entendu parler du projet de recherche. Moi, j'avais pas forcément donné un projet de recherche particulier. J'ai simplement dit que le sujet de la périnatalité m'intéressait. Je savais que c'était un sujet qui intéressait aussi beaucoup Madame Soubelé, donc je savais que c'est un sujet qui lui plairait. Donc voilà, et bon, concernant ma lettre de motivation, j'ai postulé à 5 masters, donc c'était pas énorme, je l'ai aussi dit. J'ai dit que voilà, les thérapies cognitives et comportementales m'intéressaient beaucoup. J'ai parlé aussi de mon expérience bénévolat, de mes différents stages. Je pense que ce qui a fait que j'ai été prise dans ce master, c'est peut-être les expériences de stage que j'ai eues. Euh, et voilà. Et après, donc aujourd'hui, pour vous parler un peu bah, de mon parcours actuellement, donc depuis septembre, je travaille en mi-temps dans une institution qui s'appelle une SIPFP, donc c'est une section d'initiation aux premières formations professionnelles. Donc c'est une institution pour les jeunes adolescents en situation de handicap, donc avec une déficience intellectuelle et on les accompagne pour leur apprendre à avoir une formation professionnelle pour ensuite les orienter vers des structures type ESAT, pour ceux qui connaissent, etc. Et à côté de ça, donc ça c'est en mi-temps, et à côté de ça, j'ai un cabinet en libéral le mercredi et le samedi sur Antibes. Et ce que je trouve vraiment, enfin ce que j'ai trouvé vraiment très très bien dans ce master, c'est qu'il y a vraiment eu un apport bah, théorique, mais surtout pratique, notamment en M2 avec beaucoup de mise en situation, beaucoup de pratique en fait. On n'a pas juste eu la théorie sur les protocoles, mais aussi sur la pratique. Et ce qui a permis, en tout cas pour ma part, c'est pas le cas de tout le monde parce que chacun va à son rythme, mais en tout cas pour ma part, ça m'a permis de vraiment me sentir bah, assez formée et prête pour m'installer en libéral et c'est vraiment une super expérience pour moi. Donc voilà, j'ai rien à dire de ce master. Il me permet aujourd'hui de vraiment bien travailler, même si j'apprends évidemment tous les jours. Mais je suis très très contente de ce que j'ai appris et je trouve que c'est vraiment un master très très complet. Voilà, pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter hein, sur Messenger hein, avec mon prénom et mon nom. Vous devriez me trouver facilement. Et voilà, merci beaucoup. Bon, du coup, je me lance. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, ok, merci. Donc, du coup, comme Loane, j'ai été diplômée l'année dernière. Donc, du coup, ça fait depuis quelques mois que j'ai commencé ma pratique. Donc, j'ai commencé en septembre 2024. Je travaille dans un CMP enfant-adolescent. Donc, CMP, c'est Centre médico-psychologique. Donc du coup, j'ai eu un parcours un peu classique, enfin un peu, beaucoup classique même. Je suis rentrée directement en licence de psychologie après le bac. Donc ma licence, je l'ai fait sur Nice aussi également. Et après, donc j'ai enchaîné le master sur Nice aussi. J'avais fait énormément, par contre, de demandes de master. J'avais fait une vingtaine de demandes. Donc beaucoup, beaucoup. Bon, je sais qu'aujourd'hui, vous avez un fonctionnement différent parce que du coup, déjà, c'est pas sur le même
Enfin, ça fait quelques années déjà, mais c'est pas sur le même site. Et effectivement, ça se passe différemment en fonction des régions, etc. Donc nous, on n'avait pas de limite avant. On pouvait faire autant de demandes que possible. Et par rapport du coup plus spécifiquement à ma demande pour le master PCVDP à Nice, j'avais pour ma part absolument pas mis de projet de recherche parce que comme c'est le cas encore aujourd'hui, il me semble, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Ça allait pour d'autres masters, mais pas pour ce master-ci. Donc effectivement, à l'époque, enfin, comme aujourd'hui, j'étais un peu intéressée par tout. Alors, j'avais pas spécialement de d'axe de recherche qui me plaisait en particulier. Donc, j'avais préféré ne rien marquer du tout. Par peur aussi qu'on me pose enfin, qu'on me pose des questions en fait durant l'entretien si jamais j'allais jusqu'à l'entretien. Donc, c'est aussi pour ça que j'avais peur d'aller dans des terrains que je connaissais pas et du coup après que ça me porte préjudice pour la suite. Pareil, non, pas pareil. Mais après, j'avais également mis un projet professionnel, même si, comme je vous ai dit, à l'époque, j'avais enfin, tout qui m'intéressait. Donc, effectivement, le projet professionnel que j'avais mis, c'était vraiment histoire de mettre un projet professionnel. Mais ça correspondait pas spécialement à ce que je voulais faire au moment où j'ai écrit ma lettre de motivation. Donc du coup, j'avais mis quelque chose voilà, qui ressemblait et qui allait dans le sens du master. Même si, comme ça a été dit dans la présentation, et comme je vous le redirai par la suite, même si, en fait, peu importe finalement la structure dans laquelle vous allez travailler, quoi qu'il arrive, vous allez rencontrer tout un tas de psychopathologies, où il y a toujours, on va dire, ou en tout cas souvent, très souvent, un axe lié au trauma ou à de l'adversité vécue durant l'enfance, etc. Donc en fait, peu importe le type de population, le type de structure dans lequel vous allez travailler, faire vos stages, peu importe finalement le type d'expérience, je pense que quoi qu'il arrive, vous arrivez à faire un lien avec le master. Parce que comme a dit Laurie dans la présentation, effectivement, on ne voit pas que le TSPT. Mais on travaille avec le prisme du traumatisme, donc on voit toutes les psychopathologies, mais on voit effectivement il y a toujours le plus souvent un lien avec nos expériences vécues. Donc du coup, ma lettre de motivation, je l'ai terminée voilà, sur mon projet professionnel et après, j'ai effectivement fait le lien avec mon travail de recherche, enfin mon travail d'études de recherche que j'avais fait en, en licence 3 pardon, sur la gratitude. Bon, c'était pas spécialement un sujet spécifique au master, mais ça permettait de faire le lien avec la psychologie positive, etc. Et après, je sais qu'il y en a beaucoup qui demandaient dans les messages, effectivement, si vous aviez pas eu de cours sur le psychotrauma, etc. C'est pas grave, effectivement, il faut simplement un petit peu vous renseigner et avoir les grands termes, les grandes notions. Et après seulement, si vous êtes pris du coup à l'entretien, vous pouvez un peu plus vous renseigner. Lire des articles, mais pour la lettre de motivation, ça reste une lettre de motivation, hein. Il faut être assez, quand même direct, ne pas partir dans tous les sens, etc. Donc, il n'y a pas besoin d'épiloguer trop et de vous perdre, en fait. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de grandes références, de grandes connaissances sur le psychotraumatisme. Même si nous, en licence 3, on a eu la chance d'avoir un cours avec Andrea Soublé en L3, du coup. Sinon, le reste de nos cours, c'était pas du tout la même approche, hein. Donc, donc, vous inquiétez pas là-dessus. Donc, effectivement, j'avais aussi une expérience de bénévolat que je pouvais intégrer aussi. Mais comme je vous disais, c'est pas quelque chose d'obligatoire non plus. Ça apportait un plus, certes, mais c'est pas pour cette raison spécialement que j'ai été sélectionnée du coup. Et j'avais fait aussi un stage parce que, en fait, contrairement à certaines universités, à Nice, on était obligé de faire un stage de 80 heures. Donc j'avais fait, comme Loane, plusieurs stages, donc pas très longs,
En EHPAD, j'avais fait avec des infirmières libérales, donc pas du tout avec des psychologues, et aussi en crèche. Mais voilà, c'était des petits morceaux de stage qui permettaient pas non plus d'avoir énormément d'expérience. Et pour rassurer ceux que je voyais dans le chat qui disaient que pour eux, bah, ils n'avaient pas eu l'occasion de faire de stage, je sais qu'il y en a certains, certaines qui ont été pris en master sans avoir fait de stage en licence. Donc si ça peut vous rassurer, c'est pas non plus une obligation. C'est juste qu'effectivement, comme il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de Nice, en fait, nous, vu que c'est obligé, du coup, obligatoirement, ça sera dans notre dossier. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Voilà, c'était un peu trop long là, mais du coup, je continue. En master, après, j'ai fait des stages très différents. J'ai fait un stage en soins palliatifs, un stage en MEX, en foyer, en maison d'accueil pour dans l'ASE, en fait, dans l'aide sociale à l'enfance. J'ai fait un stage en XAPA, en centre d'addictologie, et un stage en hôpital de jour, pardon, là où je travaille en plus, un hôpital de jour pour enfants, du coup. Et donc, du coup, c'était des stages très variés, et franchement, je vous le recommande si vous êtes comme moi ou au début, vous savez pas trop vers quoi aller parce que du coup, ça m'a permis de voir différents types de populations et différents types de structures et de fonctionnement institutionnel. Et c'était super, voilà. Pour après, du coup, pouvoir davantage avoir une vision sur mon projet professionnel après, une fois que j'étais diplômée. Et donc, du coup, pour faire un retour global sur le master, un peu en fait comme Loane, je suis très heureuse d'avoir pu intégrer ce master. Ça n'a pas été facile parce que du coup, effectivement, je ne vous ai pas dit, mais donc j'avais des notes entre 13 et 14 à la licence, mais j'ai été sur liste d'attente, du coup, après la sélection en entretien. J'ai été dernière d'ailleurs, enfin dernière. J'étais septième de liste d'attente, mais du coup, j'ai su que j'ai été la dernière à avoir été sélectionnée dans le master. Donc, du coup, ne perdez pas espoir. C'est un peu un message d'espoir pour vous dire que certes, la liste d'attente n'est pas très longue et selon les années, elle peut remonter un peu comme pas beaucoup, ça dépend. Mais même si vous n'êtes pas dans les premiers, c'est possible que vous soyez pris. Il faut attendre un petit peu et être patient. Et je sais que c'est pas facile et surtout quand c'est vraiment le master que vous voulez ou aussi surtout quand les masters à côté aussi ne sont pas positifs. Voilà, donc du coup, effectivement, le master m'a apporté, donc je le vois davantage aujourd'hui parce que je pratique, mais m'a apporté énormément d'outils que j'utilise, donc notamment sur la population avec laquelle je travaille, donc enfants-adolescents. Donc je ne peux que vous le recommander parce que effectivement la plupart des intervenants aussi intervenantes du master sont super. C'est des personnes avec qui vous pouvez parler de tout. Pareil pour Andrea Soublé, la directrice du master, c'est la même chose, même si effectivement son temps est compté. C'est aussi une personne avec laquelle vous pouvez discuter de tout, que ce soit de choses professionnelles comme de choses personnelles. Donc voilà, je pense que c'est important aussi de le prendre en compte au vu du métier vers lequel vous allez, du coup, de par ces études. Voilà, je m'arrête là. J'ai beaucoup parlé, désolée. Merci N'hésitez pas, du coup. ouais, N'hésitez pas, merci pardon, à tout le si monde. vous avez des questions. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole sur les présentations dans les étudiants? Sinon, on va passer aux questions, comme ça j'arrête le partage d'écran. Vous me dites. Vous pouvez prendre la parole comme ça, hein. Oui, je crois qu'il y avait une main levée. Alors, je vois pas tout le monde, mais Eva,
Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je suis pas sûre que ce soir vous sachiez me répondre, donc je la poserai peut-être par mail, mais en reconversion, du coup, quand on est en formation continue, est-ce que vous avez une idée de comment on fait les étudiants dont c'est le cas dans vos promos pour pour financer les années de master, parce qu'en formation continue, c'est hyper cher. Du coup, est-ce que vous avez des informations là-dessus ou pas spécialement? Alors moi, j'ai pas d'informations particulièrement parce que je suis pas concernée. Je sais que c'est le cas de certaines collègues de promo, donc je pourrais peut-être leur demander spécifiquement et en cas oui, si tu veux peut-être envoyer un mail et on te répondra dès que j'ai la réponse, j'essaierai d'aller voir vers les collègues concernés. Super, merci beaucoup. Bah, je vais envoyer un mail dans ce cas-là. Merci. Merci. Laurie, tu veux qu'on passe aux questions posées dans le chat? Ouais, si tu veux, on peut. J'ai pas vu les questions du coup, comme j'étais en partage d'écran, mais Alors, la première question, c'était bonsoir. Ayant appris qu'un temps d'échange serait prévu après la présentation, je me permets de vous soumettre mes questions à l'avance avant que vous puissiez, si possible, y répondre à ce moment-là. Alors, première question. J'ai écrit il y a 2 mois dans le document partagé en story, mais sans réponse. Ma question était la suivante. Je suis actuellement en L2 à l'université Aix-Marseille. Auriez-vous des conseils pour avoir le meilleur dossier possible en dehors des notes, stages, conférences et formations? Après, il y a d'autres questions, mais je te laisse répondre peu à peu. Attends. déjà par rapport à celle-là, moi j'ai pas vu se passer cette question dans le document, donc je sais pas si ça a marché, si ça a été enregistré, mais en tout cas il n'y a pas cette question-là. Et du coup, pour le dossier, bah, c'est super variable. Comme disaient les collègues, il y a vraiment l'aspect de cohérence entre ce qui est fait pendant la licence et la suite du projet professionnel. Donc tout peut être positif, tout est bon à prendre, que ce soit bah, les conférences, les lectures, les stages, les expériences de bénévolat, travailler à côté des études. Et j'ai même des idées qui me viennent pas, mais il y a tout qui peut être positif du moment que c'est en lien et que surtout, bah, vous arrivez à le mettre en lien. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, comme ça, à première vue, ça nous paraît pas trop en lien. Et au final, en cherchant un peu, c'est possible de faire du lien et je vous encourage vraiment à le faire. Parce que ça montre qu'il y a une cohérence, ça montre que vous savez vers où vous allez. Ensuite, c'est à marquer, est-ce que si j'ai en dessous de 16 de moyenne avec un classement bof dans mon université, j'ai tout de même une chance d'entrer dans ce master? Pensez-vous qu'il est trop tard pour essayer d'augmenter les notes pour atteindre le master? Mes notes en L1 étaient très justes. Après, si d'autres personnes aussi veulent répondre, n'hésitez pas. Mais pour les notes, on ne peut pas vous répondre parce qu'on n'a pas les critères exacts. Donc maintenant, au niveau des notes, ce qui est fait, bah, c'est fait, on peut plus revenir dessus. Donc faites au mieux pour la suite et en effet, essayez de privilégier tout ce qu'il y a autour. Après, on ne peut pas savoir si c'est en dessous de 16, en dessous de 15, 14, 12, 11. On n'a pas vraiment de critères là-dessus, malheureusement. Parce qu'on aimerait bien vous répondre, c'est des questions qui reviennent super souvent. Mais ça dépend vraiment du dossier de façon générale, quoi. Oui, et puis les personnes qui ont été sélectionnées et qui sont dans notre promo n'ont pas forcément toutes 16 de moyenne. Il va y avoir vraiment une diversité au niveau des notes, autant les notes en clinique que les notes dans des matières plus psycha. En fait, ça dépend aussi des universités parce qu'il y a des matières qui sont très diversifiées. Et le classement, ça veut tout et rien dire, puisque, encore une fois, selon les universités, ils classent plus ou moins sévèrement et ils notent plus ou moins sévèrement. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal à se prononcer au niveau des notes, de la sélection. En tout cas, le classement et les notes sont regardés. Oui. Pour finir, pensez-vous que choisir en spécialisation L3 euh, les matières suivantes, clinique, développement cognitif, soit une bonne stratégie pour accéder au master? Bah, là aussi, En spécialisation en TER, peut-être. ça va dépendre de la cohérence, mais oui, moi, ça me choque pas, sachant pardon, qu'on fait de la clinique, en effet.
cognitive, pareil, il y a plein de ressources. Et puis on a vraiment un master intégratif, donc on voit des aspects en psychologie sociale, en psychologie cognitive. Donc oui, oui, tout à fait, c'est pertinent. Enfin, moi, ça me semble pertinent en tout cas. Concernant la matière cognitive, oui. Après, la matière clinique, ça dépend quelle clinique. Parce que c'est vrai que ce master, il a une approche TCC. Donc, tout ce qui concerne l'approche psychanalytique ne m'intéresse pas du tout. Donc, même si vous avez pris, enfin, si vous avez pris des options en psychanalyse, etc., ça n'avantage pas, voire le contraire. Donc, ça aussi, c'est quand même bien à avoir en tête, quoi. C'est qu'il y a plusieurs approches différentes et que dans ce master, c'est une approche TCC, quoi. Une approche cognitive et comportementale et des approches qui sont validées scientifiquement en règle générale, quoi. C'est vrai, merci Loane, je ne l'ai pas précisé. Euh, une deuxième question, savez-vous comment puis-je contacter la responsable pédagogique autrement que par email, s'il vous plaît? Je lui ai envoyé un mail il y a presque 2 semaines, mais sans réponse. Alors, non, on n'a pas d'autre, enfin, il me semble, pas d'autre manière de contacter notre responsable pédagogique, Madame Soublé. Euh, Comme on vous l'a expliqué précédemment, c'est vrai qu'elle est très occupée. Elle est co-responsable du master, mais elle gère une grande partie du master. Donc, c'est pour ça qu'elle prend parfois beaucoup de temps pour répondre. Euh, donc, peut-être que relancer là, ça peut être une bonne option. Euh, Si en L3, je fais un TER clinique, pensez-vous que ça ait plus ou moins d'impact qu'un TER de type approche pluridisciplinaire du psychotraumatisme, présenté par des professeurs de social, de cognitif, de clinique? Sincèrement, Moi, je peux peut-être répondre à ça. oui. En L3, je devais aussi faire un TER qui était une note clinique en fait, donc qui était un peu plus d'approche psycha. Et en fait, du coup, j'avais inclus plutôt mon TER de L2, qui était un TER en psychosocial sur l'écriture inclusive. Euh, donc, en fait, je pense que c'est pas forcément défavorable, même si je comprends le stress par rapport à ça, parce que je m'étais posé exactement la même question. Tant que vous pouvez justifier ça ou montrer votre motivation, votre intérêt pour le psychotrauma dans la lettre, dans votre projet de recherche ou dans vos lectures, etc., je pense pas que ça soit un problème. Merci, Maïline. Il y a une deuxième question. En tant que membre AFPR, aura-t-on accès à cette rediffusion? Donc oui, dans les prochaines semaines, vous aurez bien accès à cette rediffusion, notamment sur notre compte YouTube. Ensuite, question 3. Puisqu'il y a des cours sur les périodes de stage en M1, cela signifie qu'on ne peut pas faire nos stages ailleurs que dans la région. Donc je voulais préciser parce que j'avais vu ce message. On a quand même possibilité d'effectuer nos stages dans d'autres régions. On peut toujours demander à nos camarades de promo ou d'autres promos de Master 1 de nous transmettre les cours, puisque ça va être essentiellement des cours transversaux et pas des cours de spécialité. Donc il y a quand même possibilité. Après, on est invité à faire les trajets, mais c'est vrai qu'on a cette problématique, notamment pendant cette période de stage mars-avril, et on arrive à s'arranger, à se coordonner entre nous. Donc, il y a quand même, enfin, on peut quand même voyager et retourner dans notre région. Est-ce qu'il y a une obligation d'assiduité au cours ou peut-on récupérer en distanciel, PDF, etc., pour des raisons géographiques et familiales? Madame Soublé, lors de notre présentation du master à la rentrée, nous a précisé qu'on avait possibilité de s'absenter pour des raisons importantes, X ou Y. Les cours transversaux ne sont pas obligatoires, surtout que lorsque c'est des cours, ce sont des cours magistraux, donc on peut s'absenter et demander à nos camarades de nous transmettre les cours. Mais les cours de spécialité sont obligatoires et on est invité à justifier notre absence auprès de Madame Soublé ainsi qu'auprès du professeur qui tient le cours concerné. Mais après, pour des raisons justifiées, il y a possibilité de s'absenter. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, les filles. Non, c'est ça, la présence au cours est obligatoire, notamment sur les cours de spécialité, mais en effet, ça peut arriver à tout le monde d'être absent pour quelle que soit la raison. Il faut juste que ce soit justifié. Dans l'idéal, il faut prévenir les deux, c'est-à-dire Andrea Soublé et le professeur qui dispense le cours.
Juste Donc, si je peux rajouter quelque chose, enfin, en tout cas, moi, quand j'étais en master, c'est vrai qu'on pouvait s'absenter. Par contre, les absences sont quand même assez regardées. Donc, les personnes qui vont avoir beaucoup d'absences, ça peut quand même être vraiment un mal vu et ça peut être vraiment regardé par Madame Souboulé. Donc, il faut quand même faire attention avec ça et pas penser qu'on peut s'absenter tous les mois. Voilà quoi. C'est quand même assez, enfin, du moins de mon point de vue, hein, je trouve que c'est quand même assez important et assez regardé. merci Loane, merci Laurie. Question suivante, ces deux stages de M1 s'effectuent donc dans deux structures différentes ou s'agit-il du même stage coupé en deux? En fait, en M1, on a possibilité d'effectuer le stage, enfin un stage pendant les deux périodes. Après, Madame Soublé nous invite à diversifier nos stages, à diversifier enfin, nos opérations en pratique. Euh, oui, Louise, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'était simplement pour ajouter aussi par rapport à ça que, comme tu disais, effectivement, c'est possible les deux. Faire sur la même structure ou faire sur deux structures différentes. Mais il faut faire attention parce que normalement, une structure n'est pas censée vous prendre il y a un nombre d'heures à partir duquel la structure doit vous rémunérer, 308, un truc, quelque chose comme ça, 300 et quelques. Et donc, du coup, il faut faire attention parce que, du coup, ils peuvent pas le faire normalement sur la même année ou quelque chose comme ça. Donc, sur la même année scolaire, je crois. Donc, du coup, je sais que pour certains, c'était passé dans mon master qui avaient pu, du coup, faire leur stage sur la même structure. Mais parce que je pense que ça n'a pas été non plus trop regardé. Mais il faut faire attention parce que malheureusement, il y a un risque que ça soit le cas. Donc normalement, vous n'êtes pas censé le faire sur la même structure, mais c'est possible si la structure l'autorise, mais il faut faire attention effectivement qu'il y ait pas de vérification derrière. Merci, Louise. On ne peut pas faire un stage auprès d'un psychologue libéral, comme présenté dans les différents parcours et profils de nos étudiants dans ce master. Il y a possibilité de faire un stage auprès d'un psychologue libéral, que ce soit en L3 comme en M1. En M2, je sais pas. En M2, les filles. Il y a Alors en possibilité. soi, oui, c'est possible. En fait, on nous encourage pas à le faire parce que souvent c'est plus de contraintes. C'est-à-dire que ben, forcément les patients acceptent ou refusent la présence et en libéral, bah, il y a peut-être plus de patients qui refusent et ça demande voilà, une organisation qui soit un peu différente, même au niveau des tuteurs de stage psychologues, il y en a plus qui ont tendance à refuser les stagiaires et bah, on nous encourage quand même à avoir un peu différents fonctionnements institutionnels. Donc c'est possible, mais c'est pas particulièrement encouragé. Oui, exactement. Il faut que ça ait un intérêt pour acquérir des connaissances et des compétences lors de notre formation, exactement. Merci, Laurie. Est-ce qu'il est possible de suivre la formation en alternance comme pour le master PCIV? Non, pas dans le master PCVDP. Il n'y a pas possibilité d'effectuer une alternance. Je pense que c'est pour l'organisation du master. Le master est organisé de cette manière et du coup, en deux périodes, c'est pas possible d'effectuer une alternance. Pour le projet de recherche, pardon, excusez-moi. Pour le projet de recherche à faire parvenir pour la sélection, nous ne sommes pas obligés de suivre les axes de recherche de l'université. Euh, Je, personnellement, pour la sélection, j'ai fait un projet de recherche, j'en ai proposé un, et j'ai suivi les axes de recherche des principaux professeurs au sein du master. Après, encore une fois, on n'a pas l'obligation et on ne sait pas à quel point ça importe pour la sélection, le projet de recherche. Et pour le projet de recherche au sein du master, non. Les axes de recherche n'ont pas à être suivis au sein de l'université. Ensuite, question 11. La revue et l'étude doivent être des sujets propres à nous. Ils ne peuvent pas déjà exister, le thème, etc. Non, en fait, pour la revue systématique, on doit trouver un sujet qui n'a pas été traité, qui n'a pas été publié précédemment.
C'est pour ça qu'on a un long moment où on va devoir déterminer notre sujet en essayant de trouver le sujet, la population, le critère qui fait qu'il n'a pas été publié. Euh, voilà. Et si vous êtes en manque d'inspiration, en général, on nous donne quelques thèmes de recherche, notamment au début de Master 1. Et c'est tout à fait possible de contacter Madame Soublé pour avoir des pistes de recherche, même en Master 2, quand on n'a pas trop d'idées ou on s'intéresse à plein de choses et qu'on ne sait pas par où commencer. Euh, il me semble que vous avez répondu à des questions dans le chat. Euh, Laurie, tu veux reprendre peut-être? Ben, je vois pas les questions dans le chat, mais s'il y a certaines personnes qui... Enfin, je sais pas où on en est dans le chat, du coup j'ai tout loupé. Mais s'il y en a qui veulent prendre la parole directement, n'hésitez pas. Avec Maëline, normalement, on a essayé de répondre à toutes les questions dans le chat, mais s'il y en a à qui on n'a pas répondu, n'hésitez pas à les reposer. Oui, Siegfried, je suis désolée, je suis pas sûre de la prononciation. Ah non. Lepage. Oui, bonjour. Je voulais vous demander un petit conseil par rapport à la lettre de motivation. Du coup, moi, j'ai eu ma licence l'année dernière et la sélection, du coup, n'a pas été concluante pour l'année dernière. Et du coup, cette année, j'ai fait pas mal d'expériences, du coup, parallèles, on va dire. J'ai fait un service civique, du bénévolat, un stage et du coup, pas mal de conférences. Et je me demandais par rapport à la lettre de motivation, en fait, là, j'ai essayé de synthétiser, on va dire, un maximum pour que ça rentre sur une page, parce que je me suis dit que peut-être c'était une compétence qui était recherchée, quoi, notamment par rapport enfin, les responsables de master, quoi. Mais je me demandais si c'était mieux d'expliquer, on va dire, ce que chaque expérience m'a apporté concrètement, ou de détailler que les expériences qui sont les plus pertinentes avec le master. Alors déjà, bravo pour toutes tes expériences. Et, euh, Merci. et tu peux faire plus qu'une page. Enfin, moi, Ok. personnellement, j'ai fait 2 pages. Dépasser plus, c'est peut-être un peu risqué parce que c'est vrai qu'on attend quand même un esprit de synthèse, hein, c'est un peu l'objectif de la lettre de motivation. Il faut aussi garder en tête qu'en fait, ils ont votre CV. Donc, c'est pas la Ouais. peine de tout répéter et de refaire vraiment une redite. Mais peut-être, oui, de dire les choses qui, peut-être, ont le plus compté, qui sont le plus en lien ou qui vous ont le plus apporté, quoi. Ok, ça marche. Bah ouais, c'était ça. En fait, c'est vrai que je savais pas trop par où le prendre parce que bah après c'est pareil. De toute façon, ça dépend vachement des responsables. Il y a des responsables qui demandent des lettres de motivation assez courtes et d'autres moins. Mais c'est vrai que je savais pas trop si je devais voilà vraiment synthétiser mes expériences ou bah, pouvoir développer, on va dire, ce que ça m'a apporté même en termes de compétences quoi, chacune des expériences. Donc c'est pour ça que je voulais avoir un petit conseil. Mais voilà, bon, par exemple, je pense que j'ai une expérience en CMP qui serait plus intéressante à développer que par exemple mon bénévolat en EHPAD. Oui, sachant Donc que du coup, avec le CV, ils auront le bénévolat en EHPAD. ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Bon Après, ben si merci beaucoup. d'autres collègues ont des avis différents, n'hésitez pas. Merci en tout cas. Avec plaisir. Maï dans le chat demande si il y a des étudiants en situation de handicap dans le master. Alors, pas à ma connaissance, mais je connais pas la situation personnelle de chacun. Et sinon, pensez-vous que les profs soient plus indulgents si on a des absences en lien avec ça? J'ai pas la réponse, mais oui, je pense que, enfin, selon la manière dont c'est justifié, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas indulgents. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a d'autres questions dans le chat. Il y a une question, ah, je l'ai perdue. Pour rebondir par rapport à Aix-Marseille, d'après vos promos et expériences, les étudiants dans des départements spécialisés en psychiatrie sont-ils considérés, malgré des connaissances théoriques moins approfondies en TCC et licence? Ah oui, ça a déjà été répondu aussi, mais du coup,
je pense pas que ça soit pénalisé, étant donné que même Nice a une orientation plutôt psycha en licence. Et il y a beaucoup, beaucoup de facs en France de manière générale où c'est d'orientation psycha. Donc je dirais que tant qu'on peut justifier, encore une fois, dans notre dossier, enfin, de l'intérêt, des expériences, de la motivation, je pense pas que ça soit un souci. Voilà. Et après, il y a d'autres questions. Bonsoir, j'aimerais savoir où est-ce que nous pouvons trouver la liste des professeurs de votre master, notamment pour se renseigner sur leurs thématiques de recherche et ainsi réfléchir sur des thématiques. J'ai pas la réponse, donc je ne sais pas si Alors, à quelqu'un. ma connaissance, il n'y a pas de liste qui recense les enseignants-enseignantes qui interviennent, sachant qu'en plus, ça dépend un petit peu des années aussi, parce que selon les années, on a d'autres personnes qui interviennent ou qui n'interviennent plus. Donc, je crois pas qu'il existe une telle liste, dites-moi si je me trompe. Après, au niveau des recherches, euh, Madame Soublé s'intéresse beaucoup à la périnatalité, au psychotrauma, notamment au complexe, à la population des enfants, des adolescents. On a Sébastien Ferrandez qui est doctorant et qui s'intéresse à la croissance post-traumatique. Et après, ça dépend vraiment des années, comme je vous le disais, mais comme c'est vachement libre en fait sur les recherches qu'on fait en master, et si ça vous intéresse, pardon, on pourra d'ailleurs présenter les M1, M2, les diplômés si vous voulez, les recherches qu'on a fait en M1 et en M2 ou qu'on fait actuellement, si ça peut vous donner une idée un peu de la diversité. Mais ouais, c'est vachement libre. Donc en fait, même avoir les thèmes de recherche, vous n'êtes pas obligé de les suivre en fait. Ensuite, on demande si on peut donner des exemples de questions théoriques posées en entretien. Alors comme les questions changent chaque année, je pense que ce serait pas forcément pertinent. Par contre, bon, retenez que de manière générale, c'est sur psychotrauma et les psychopathologies. Donc, je vous conseille fortement d'ouvrir le DSM-5 et d'aller voir un peu les critères diagnostiques du TSPT. Pareil sur la CIM 11 pour pouvoir différencier TSPT simple, TSPT complexe. euh, et avoir quelques connaissances sur les psychothérapies qui sont validées chez l'adulte et chez l'enfant. Après, peut-être de façon individuelle, si vous voulez venir vers nous, on peut vous donner les questions qu'on a eues personnellement, mais enfin, vraiment, c'est variable. Ils changent les questions d'une année à l'autre. Il y a deux autres questions après. On demande si c'est pertinent de préciser le fait qu'on a déjà postulé l'année dernière, mais qu'on n'a pas été prise. Ça, j'avoue que j'ai pas d'idée là-dessus. Bah, je pense qu'il n'y a pas de règle, mais faut que ça vous semble pertinent, quoi. Faut pouvoir le justifier et expliquer pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé entre la sélection de l'année dernière et celle de cette année qui justifie qu'on reconsidère le dossier. Parce que, comme je crois que c'est Émilie qui le disait, mais c'est vrai qu'il y a quand même un facteur chance, qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans la sélection. La majorité des critères, on les a pas. Donc, c'est tout à fait possible de postuler une première année et de ne pas être pris et d'être pris l'année d'après. Si vous voulez le mentionner, vous pouvez. En tout cas, il n'y a pas de règle. Et si vous préférez ne pas le mentionner, c'est possible aussi. Et je pense qu'il faut savoir, encore une fois, peut-être le justifier ou donner des éléments par rapport à ça sur qu'est-ce que le fait de ne pas avoir été pris vous a apporté au final, quoi. Mais c'est mon avis. Ensuite, on demande si les étudiants qui ont réalisé leur licence à Nice sont favorisés par rapport aux autres étudiants. Je pense que c'est comme dans toutes les facs, hein. Enfin, ils sont ouverts à d'autres Ouais. étudiants venant de d'autres universités, mais comme dans toutes les facs, ils privilégient un petit peu les étudiants venant de Nice, je dirais. Je sais pas, moi je viens pas de Nice, donc j'ai pas la réponse. Alors, c'est juste Vas-y, qu'on Émilie. selon les années, en fait, ça diffère plus ou moins. Les deux précédentes années, il me semble, donc pour la promo de Laurie et de Louise, c'est plutôt du 50-50, c'est-à-dire 50% de personnes qui proviennent de l'université de Nice et 50% d'autres étudiants qui proviennent d'autres universités. Pour notre promo de M1, donc la plus jeune promo, c'est plus, je pense que le taux est plus du 60-40, donc 60% d'étudiants provenant de Nice et 40% d'étudiants provenant d'autres universités. Mais je pense que ça dépend vraiment des années et c'est pas ça qui est vraiment pris en compte. Je pense que c'est vraiment les profils euh, qui vont être regardés. Et je pense que par la suite, Madame Soublé regarde si le quota est assez, enfin, assez
pertinent plutôt que de prendre que des universités de Nice ou que des étudiants d'autres universités. Je pense que c'est ça qui est plutôt observé. En fait, ce qu'on pourrait supposer, c'est qu'avec les étudiants de Nice, les membres du jury, donc incluant Madame Soulet, savent quel lieu on a eu et donc savent quelle note regarder, par exemple, peut-être de façon plus spécifique. Mais encore une fois, c'est vraiment une théorie, quoi. Ils connaissent plus le parcours qu'on a eu à Nice et donc c'est plus facile de savoir comment on a été formé jusque-là et de faire un peu une continuité, de changer des choses par rapport à la licence, etc. Mais c'est ce qu'on peut supposer, quoi. Les filles, vous voyez d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu? Une, oui, j'essaie de la retrouver. Une qui nous demande si on pourrait donner nos sujets de recherche en master. Alors moi, personnellement, donc j'ai fait une revue systématique puisque je suis en M1 et je le fais sur la croissance post-traumatique après un accouchement traumatique, si ça peut aider. Moi, du coup, j'ai fait en Master 1 une revue systématique aussi qui portait sur l'EMDR chez les enfants et les adolescents, en tout cas population mineure, qui a vécu des violences sexuelles. Et cette année, je fais encore une revue systématique, donc je suis pas le bon exemple, et qui compare TCC et EMDR dans les troubles des conduites alimentaires en lien avec du trauma. Alors moi personnellement je suis en master 1, du coup je suis en train d'effectuer ma première revue systématique et je travaille sur l'efficacité de la thérapie d'interaction parent-enfant sur les jeunes enfants de 2 à 7 ans qui souffrent de troubles du comportement ou de symptômes du trouble de stress post-traumatique. Moi, je suis en M1 aussi, donc je fais une revue systématique et mon sujet, c'est l'impact de l'attachement désorganisé chez un parent sur le développement global de son enfant. Donc voilà. Du coup, je suis en M1 aussi, donc je fais une revue systématique. Et mon sujet, il porte sur le rôle médiateur de l'attachement entre trauma infantile et dissociation. Bah, moi, du coup, je suis aussi en M1 et mon sujet, c'est le brain spotting. Donc, je fais aussi une revue systématique. Voilà. Alors moi aussi, je peux vous le dire, mais juste je me rappelle pas, alors je suis en train de chercher. Je sais qu'en M1, j'avais fait le lien entre les adversités vécues durant l'enfance et le développement d'un TSPT, du coup. Et en Master 2, j'ai fait deux revues thématiques aussi, comme toi, Laurie, donc t'inquiète pas, t'es pas seule. Même si effectivement, c'est pas recommandé, comme on l'a expliqué dans la présentation, c'est possible aussi. Et en Master 2, j'avais fait pareil, un lien entre le type d'attachement, enfin entre l'attachement en général et la dissociation durant l'enfance. Voilà. Je crois qu'on est les seules étudiantes qui restent, donc on a dû faire le tour. Il y avait sinon une autre question qui est revenue plusieurs fois, mais j'ai pas la réponse sur si on connaît le coût des études en formation continue. Personnellement, non, malheureusement. Après, pour les questions qui n'ont pas été répondues, vous pouvez les poser dans le document. Et comme pour la question tout à l'heure, si jamais d'autres étudiantes peuvent nous donner la réponse, on pourra répondre à votre question du coup dans le doc. Comme ça permet à ce que vous ayez à un moment donné une réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ce soir? Oui, Victoria? Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, tout à fait.
Si. Je voulais savoir si la promesse de stage, c'était un document obligatoire ou pas pour la sélection. Non, il n'est pas obligatoire. C'est toujours un plus, encore une fois, on ne sait pas exactement quel document compte ou compte moins, donc on peut le mettre, mais ce n'est pas rédhibitoire s'il n'y a pas ce document-là. Ok, et est-ce que moi, ce serait rédhibitoire si j'en ai trouvé une, mais elle n'est pas, enfin, du tout sur la région, en fait. Non, pas de souci, vu qu'il y a la possibilité de faire les stages ailleurs, comme on a 2 mois complets, il n'y a aucun problème. Avoir une promesse de stage, c'est toujours positif, même si c'est pas dans la région. Ok, donc si j'en ai une, vaut mieux que je la mette, quoi, c'est ça. Ouais, Plutôt que c'est de toujours dire. un argument. Ok, super, merci beaucoup. Avec plaisir. Il y avait une autre question qui demandait comment on avait préparé nos entretiens. Personnellement, moi, enfin, j'avais pas eu de cours sur le psychotrauma en licence et j'ai juste beaucoup lu sur le psychotrauma, sur les bases un petit peu, différents types de psychotrauma, etc. Enfin, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de méthode type. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles. Bah alors personnellement, moi, j'ai déjà commencé par paniquer. Voilà. J'ai eu quelques cours sur le psychotrauma puisque je venais de Nice, donc j'ai eu les cours d'Andrea Soublé, mais c'était les seuls. Comment je me suis préparée? J'ai relu les critères diagnostiques du TSPT, j'ai presque failli me les faire tatouer tellement je les connaissais par cœur. Et ensuite, oui, j'avais lu aussi un livre qui est d'ailleurs dans les recommandations qu'on vous a partagé. Et je m'étais renseignée pareil sur les psychothérapies de manière générale. Et pour la présentation de 1 à 2 minutes de son parcours, là, alors c'est plutôt 1 minute, pareil, je m'étais entraînée, mais parce que c'est un peu le seul truc sur lequel on pouvait s'entraîner. Donc je m'étais présentée à tout le monde, les gens qui me connaissaient notamment. Donc je m'étais beaucoup, 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 beaucoup présentée, enregistrée, partagée, devant mon miroir, devant mon tableau, devant mon ordinateur. Je me suis présentée je ne sais pas combien de fois. Alors évidemment, pendant l'entretien, ça n'a pas du tout donné la même chose. Mais voilà, je me suis vraiment entraînée là-dessus parce que il y avait, bah, forcément tout le monde avait beaucoup de choses à dire. Et il faut choisir quelle chose on dit, etc. Pour qu'ils se rappellent de nous pour se démarquer un peu dans l'idéal des autres, mais en même temps, on sait pas ce que disent les autres, donc on fait comme on peut nous. Hyper compliqué. Je trouve, enfin, personnellement, je trouvais que c'était un exercice difficile de présenter tout son parcours en 1 minute, donc je me suis pris un peu pour Eminem, mais j'ai tout donné, quoi. Donc je me suis vraiment, vraiment préparée sur ça, plus que sur les questions, je pense. Parce que comme on pouvait pas exactement savoir quelles étaient les questions, bah, j'avais quelques réponses approximatives, mais pas rien de très, très concret, quoi. Bah, personnellement, Hello, vas-y. ah merci. Bah, personnellement, j'avais fait un peu comme toi, Laurie, j'avais maximisé un peu tout sur la présentation de 2 minutes. Et je m'étais dit, bon, il faut redire un peu ce que j'ai dit dans mon dossier, mais en même temps, pas calquer complètement. Bon, j'ai essayé de modifier un peu la tournure des phrases, un peu changer, enfin, pas dire exactement les informations que j'avais mises. Et après, pour les questions, bah, j'avais appris 150 fois le diapo de Madame Soublé à tort et à travers. J'avais aussi appris celui de Monsieur Ferrandez sur la croissance post-traumatique. Et j'avais essayé de me poser des questions théoriques, des questions aussi motivationnelles. Je me disais peut-être ils vont nous demander pourquoi ce master, tout ça. Bon, pas du tout. Et j'avais aussi lu enfin, des articles un peu avant qui étaient en rapport avec, enfin, qui restaient cohérents avec mon projet pour l'entretien, pour les questions, tout ça au cas où. Et voilà. Du coup, moi, bah, un peu pareil que les filles, j'avais beaucoup, beaucoup lu, que ce soit des articles, des livres, et je fichais un peu, enfin, un peu comme un partiel, quoi. J'avais un peu noté tout ce qui me semblait intéressant, mais pas, enfin, voilà, pas dans le vide, juste pour connaître par cœur, mais que je pouvais lier aussi enfin, à mes expériences et tout ça, et qui me semblait pertinent, où je pensais que c'était susceptible que j'ai ces questions-là. Et pour la présentation, pareil, je l'avais un peu apprise bien comme il faut. Mais enfin, pour rassurer aussi un peu tout le monde, enfin, ça c'est très personnel, mais moi je suis aussi très dernière minute. Donc vous inquiétez pas s'il y a des fois vous n'arrivez pas à vous bouger, vous avez l'impression que vous êtes en retard. Je pense que tout le monde a eu cette impression pendant la sélection. On pense beaucoup à ce que font les autres aussi pendant que nous, on a peut-être du mal à travailler, mais vous inquiétez pas, on est tous passés par là. Et c'est pas parce qu'il y a des moments où vous n'arrivez pas à travailler que ce que vous faites, c'est pas bien. Donc voilà, ayez confiance en vous aussi. Je te rejoins.
Marilyn, dans ce que tu dis, dans le sens où, surtout pour notre promo, en fait, on a eu un petit couac pour l'oral. C'était incroyable. La date de l'oral a été avancée de combien? De quelques jours, il me semble, voire d'une semaine, je sais plus. Alors, c'était encore plus le stress. De 2 jours? 2 semaines? 2 jours, me dit Marilou. Ok. Donc c'était encore plus le stress, c'était encore plus le rush. Donc moi personnellement, bah, j'avais appris aussi par cœur devant le miroir. J'appelais mes proches pour me présenter comme ça, alors qu'ils ils étaient parfois occupés. Mais bon, c'est pas grave, juste 2 minutes. T'as 2 minutes? Ok, bon, bah, je me présente. Et sinon, j'ai lu Le corps n'oublie rien, qui est dans la bibliographie de Bessel van der Kolk, qui est incroyable et qui m'a beaucoup aidée concernant toute l'histoire du psychotrauma, même au niveau sous l'angle de la neurobiologie. Donc, c'est un très bon livre pour passer cet oral. En tout cas, je vous le conseille. Et après, je me suis aussi préparée à des possibles questions concernant le projet de recherche que j'avais proposé dans mon dossier de sélection, mais que je n'ai pas eu. Donc voilà. Et voilà. Et après, je respirais, je soufflais, je faisais un peu de relaxation. Il y a d'autres questions, si jamais. Quels yeux sont vraiment regardés en licence si on l'a fait à Nice? Donc, les filles, je vous laisse. Bah, encore une fois, c'est des suppositions. On ne sait pas s'il regarde très spécifiquement des UE de manière individuelle ou plus générale. On peut imaginer que, par exemple, Andrea Soublé va regarder son UE à elle, parce qu'elle sait ce qu'elle vous a fait comme cours. Donc, on peut supposer qu'elle va regarder cette note-là. Et puis après, c'est tout ce qui va être psycho, entre guillemets, un peu intégratif, quoi. Le TER, peut-être, mais c'est pareil, c'est vraiment supposé, hein. Après, il y a une autre question. Je réalise actuellement le DU de psychotraumatologie de l'université. Que pensez-vous des programmes comparés au master? Sont-ils complémentaires et comment puis-je réussir à le mettre en avant au max étant donné que ça représente une spécialisation bien axée traumatisme? Bah, honnêtement, je connais pas le programme du DU, donc je saurais pas trop répondre à la question. Mais à mon avis, rien que le fait de faire ce DU-là, c'est un avantage, clairement. Ça montre qu'il y a un intérêt pour le psychotrauma et ça va pas être très compliqué de le mettre en avant, je pense. Après, donc, il y avait une question qui demandait est-ce qu'on connaissait d'autres masters similaires à celui-ci en France? Du coup, enfin, il y avait déjà plusieurs questions dans le chat qui répondaient avec celui de Metz. Et après, il y en a aussi un qui a ouvert l'année dernière. C'est pas vraiment sur le psychotrauma à Nîmes, mais c'est sur les vulnérabilités. Donc, c'est pas vraiment pareil, mais ça commence un petit peu à se rapprocher. Mais sinon, j'ai pas plus connaissance que ça. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Orientés intégratifs, en tout cas. Ouais, c'est Oui. le seul orienté intégratif. Et le master de Metz, il est demandé de fournir, par exemple, mais obligatoirement, une lettre de promesse de stage. Voilà. Ce qui est un peu différent de notre master. Bon, du coup, je continue. Il y a une question. Pensez-vous qu'il soit pertinent d'inclure tous les justificatifs de présence liés au master avec les lettres de recommandation dans la catégorie autres documents? J'ai peur que cela fasse un peu trop. Bon, après, je pense que c'est très subjectif. Moi, je dirais que c'est toujours bien dans tous les cas. Je pense pas qu'il y ait trop d'expérience si vous pouvez justifier de toutes les expériences que vous avez, ou des colloques, des conférences, etc. Je pense que c'est toujours bien. Après, les Complètement filles, je sais pas ce d'accord. que vous en pensez. La sélection est super compliquée. Ça me paraît difficile d'imaginer que quelque chose soit trop. Vous ayez trop d'expérience, trop d'intérêt. Mettez tout ce que vous pouvez mettre. Ça, c'est mon avis, encore une fois. Oui, Maria Lorma. Du coup, ouais, je voulais juste rajouter un petit truc par rapport à ça. C'est vrai que il y a des fois où je fournissais beaucoup de documents et j'avais peur que ce soit dur de s'y retrouver dans la sélection et tout.
Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une page sommaire avec tous les types de documents. Comme ça, ils peuvent avoir déjà une première vision de tout ce qui est fourni sans avoir à tout regarder et que ce soit un petit peu lourd, entre guillemets. Donc du coup, voilà, peut-être ça peut être ça le tips pour pouvoir tout fournir et en même temps qu'on puisse avoir une vision intégrale assez facilement. Oui, Malo, je te rejoins là-dessus parce que j'ai fait exactement la même chose. J'avais fait une page sommaire et j'avais fourni énormément de documents, peut-être trop. Et surtout dans autres pièces ou je sais quoi, là, j'avais fourni au moins 50 pages en plus. Mais au moins, on pouvait s'y retrouver. Et puis, s'il y avait des pièces qui les intéressaient, enfin, des documents qui les intéressaient plus que d'autres, c'était pertinent pour eux. Après, c'était énormément de temps en plus à organiser sur PDF. Je vous conseille I Love PDF. C'est pas mal pour faire ça. C'est incroyable, même pour toutes les pièces, pour toute la sélection master, ça a été une grande aide. Heureusement que c'est gratuit, c'est super pour les étudiants. Mais selon le nombre de masters auxquels vous postulez, moi j'ai postulé à énormément de masters et du coup ça a pris un temps de dingue. Donc voilà, il faut s'organiser. Je crois qu'il y a une question, on n'a pas répondu. À propos de DU, est-ce que vous avez l'impression qu'effectuer un DU en parallèle du master M1 ou M2 est faisable côté temps et gestion? Personnellement, je déconseillerais. Déjà parce que quand on a cours en master, on doit être en cours en master et quand on a cours en DU, on doit être en cours en DU. Et à moins que vous ayez le retourneur de temps d'Hermann Granter, je pense que ça s'annonce compliqué. C'est une période qui demande beaucoup de travail et faire les deux en même temps, je dis pas que c'est impossible, mais je pense que c'est compliqué. C'est comme travailler à côté du master, c'est faisable, mais si on peut faire autrement, c'est toujours mieux de faire autrement, parce que ça demande quand même une grosse charge de travail, et si c'est pour que vous soyez épuisé en novembre, peut-être compliqué, quoi. Je crois qu'il y avait une petite question aussi sur, c'était si on a assisté à une conférence, mais qu'on n'a pas de justificatif, ça vaut le coup d'en parler. Moi, personnellement, j'avais qu'un seul justificatif de conférence parce que bah, j'oubliais tout le temps de le demander quand j'allais à des conférences. Et du coup, j'ai juste évoqué des noms dans ma lettre de motivation en fait de personnalités que j'avais pu entendre, etc. Sans préciser forcément que j'avais pas l'attestation ou quoi que ce soit. Donc voilà. Je sais pas Dans le si doute, vous c'est pouvez le mettre. pareil. Ouais, voilà. On va prendre encore quelques questions, puis je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Là, je vois, si on vient d'une autre université, par exemple d'Aix, est-ce que vous pensez que c'est rédhibitoire? Non. Non. Tout simplement, ça dépend vraiment des années, le ratio interne-externe, donc c'est très variable. Et à propos de temps, avez-vous continué vos bénévolats en master? Je suis curieuse de comprendre si c'est le cas pour certaines. Pour ma part, non, mais comme je fais partie de la FPR, je fais partie du bureau, on peut dire que c'est du bénévolat. Donc en fait, oui, j'ai fait du bénévolat dans le master. Il y a la possibilité de s'investir au sein de la FPR. Et c'est une super aventure. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres. Oui, il me semble que notamment toi, Marie-Lou, tu fais du bénévolat aussi. Oui, bah moi du coup j'avais continué à faire partie de l'association Les Papillons. Là pour ce semestre, j'ai pas renouvelé mon engagement parce que bah, en fait elle nous renvoyait plutôt sur une autre association parce que les missions du deuxième semestre n'étaient pas très déterminées, on va dire. Mais après du coup aussi la FPR, super association, je recommande. Voilà. Pareil pour moi, j'ai été bénévole au sein d'une même association. Pour ceux de Nice, peut-être que vous connaissez, c'est le Café Suspendu. Depuis la L1, donc la L1 au dernier semestre, donc jusqu'à janvier, j'étais au sein de cette association. Et ensuite, par manque de temps, parce que le master prend beaucoup de temps, ben, j'ai fini par partir, même si j'y retournerai quelques fois pour leur faire un coucou. Mais aussi pour pouvoir consacrer plus de mon temps à la FPR.
parce que voilà, c'est bien la FPR, c'est incroyable. Voilà. Pour finir, moi, je faisais du bénévolat aussi en licence dans une association qui s'appelle La Maison Perchée. C'est une association de père et danse. Et j'ai pas continué du coup cette année. Mais bon, encore une fois, il y a la FPR aussi. Et enfin, à l'Université Côte d'Azur, on a des bonus engagement. Donc, on peut en fait s'impliquer dans. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui s'impliquent dans du bénévolat, dans des associations. Et c'est faisable en master. Voilà. Merci à toutes. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. Si on a d'autres, n'hésitez pas à utiliser le Google Doc. On y répond dès qu'on peut. Je voulais juste dire un petit mot d'encouragement. Je sais que la période est très, très, très compliquée. La sélection, c'est vraiment une période super difficile. Donc, c'est con ce que je vais dire vraiment, mais prenez soin de vous, c'est super important parce qu'il faut tenir jusqu'au bout là. Et vous y êtes. Donc c'est maintenant que c'est dur. Prenez soin de vous, faites des choses qui vous font du bien, mangez correctement, buvez. C'est vraiment des conseils bateaux, mais je vous jure que c'est important. Et montrez un maximum d'authenticité dans vos documents et notamment la lettre de motivation. Ça compte. C'est peut-être le conseil qui m'a le plus énervé quand on me l'a donné, parce que ça veut tout rien dire à la fois. Mais c'est rester vous-même, montrer qui vous êtes, parce que c'est ça qu'on attend aussi, qui est largement partagé dans le master. D'ailleurs, très important pour mettre en place une alliance thérapeutique, c'est l'authenticité. Donc, donnez tout par rapport à ça, croyez en vous, parce que dans tous les cas, enfin, moi, je pensais pas y arriver honnêtement. Mais c'est normal de douter de soi. Tout le système fait en sorte qu'on doute de nous, vraiment. Mais si vous êtes arrivé jusque-là, c'est déjà pas pour rien. Donc, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à tenter. Alors, je sais que les chiffres font peur. Mais ne vous attardez pas sur les chiffres, donnez tout. Et si c'est pas cette année, si c'est pas ce master, ça en sera un autre. Mais n'hésitez pas à continuer de vous intéresser au psychotraumatisme parce que selon moi, c'est la bonne approche et on devrait toutes et tous être formés au psychotrauma en sortant de diplôme, selon moi. Mais ça n'engage que moi, encore une fois. Voilà. Donc merci à toutes et tous encore pour votre présence ce soir. Donc